Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après quelques semaines tranquilles pour OKC, jusqu'à ce que Russell Westbrook nous casse notre tranquillité, nos vacances. Voilà, on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez aller écouter l'épisode si c'est pas fait. Un petit peu hommage à Russell. Mais on est de retour aujourd'hui pour un format qu'on l'a pas fait depuis longtemps, puisque c'est un format qu'on faisait surtout pendant la reconstruction avec Constant, quand on avait des joueurs un peu à analyser, etc. Puisque aujourd'hui, effectivement, c'est un format spécial joueur. On va parler uniquement d'un seul joueur. Bon, il y en aura d'autres mentionnés, mais on va parler majoritairement d'un seul joueur. Et cette fois, vous l'avez vu en cliquant sur l'épisode, c'est Jared McCain. Et bien pour parler de ce bon vieux Jared, équipe habituelle maintenant, d'abord Amaury, comment ça va? Ça va très bien. Prêt à décortiquer un peu le jeu de Jared McCain, qui est en joueur assez frais encore du Thunder aujourd'hui, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur lui et sur ce qu'il peut apporter au KC sur les futures années. C'est vrai qu'on n'a pas pris le joueur avec le plus d'échantillons au KC, on va le dire, le plus de matchs, mais c'est celui qui nous semblait le plus intéressant actuellement à décortiquer. Et avec nous pour ça aussi, Tom, comment ça va? Ouais, impeccable, un joueur, plaisant à regarder déjà. Mais ouais, ça va être intéressant parce que justement, c'est un joueur, qui a pas beaucoup d'échantillons au OKC, mais qui est jeune et pour lequel on va pouvoir, essayer aussi de se projeter au-delà de ce qu'il a proposé déjà sur le terrain. Il n'y a pas de vieux au KC, de toute façon. C'est vrai. Personne n'est vieux. Avant ça, bien sûr, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, voilà, n'hésitez pas à commenter vous aussi. S'il y a des choses qui vous font réagir au fil de l'épisode, à commenter, à vous aussi donner votre avis sur Jared McCain. Et puis bien sûr, allez écouter nos derniers épisodes, et notamment celui sur Russell Westbrook si c'est pas fait, qui bien sûr nous a marqué de par sa décision de prendre sa retraite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et puis on va y aller pour Jared McCain. Alors, de manière ancestrale dans ces épisodes, souvent on commence par un petit profil du joueur, donc c'est ce que je vais faire là maintenant. On va revenir un petit peu sur son histoire. Donc petite présentation de Jared McCain. Donc McCain, c'est un 2004. Donc là déjà, moi ça me commence de me piquer un peu quand j'entends ça, et c'est pas le Ah plus pareil, jeune. ouais, Et là, c'est Amaury, lui, se sent concerné, mais moi ça pique. Voilà, donc McCain est en 2004, c'est un Californien, il est de Californie. Il a commencé du coup en high school pas loin de chez lui, à Corona, le nom, il fallait pas l'inventer non plus, Centennial High School, voilà. Il obtient d'ailleurs en high school, c'est déjà un très bon joueur, puisqu'il obtient le titre de joueur de l'année en 2021, 2022 et 2023, en Californie, bien sûr. Et lors de sa dernière année, en 2022-2023, il est aussi McDonald's All-American. Je suis content d'apprendre que ça existe encore. On a rarement des nouvelles, mais ça existe encore. Et d'ailleurs, premier élément assez atypique à mentionner sur Jared McCain, c'est qu'il est déjà très populaire, Jared McCain, notamment sur les réseaux sociaux, TikTok, où il fait des danses, etc. Et aussi parce qu'il participe à une, je sais pas, une web série, je sais pas comment on appelle ça, sur YouTube, qui s'appelle Believe, et qu'il le suit, qui regarde, qui suit son parcours pour essayer d'accéder à la NBA, etc. En tout cas, Jared McCain est déjà un petit peu quelqu'un de connu, reconnu, un peu une figure des réseaux sociaux, de tout ça, ce qui, on verra, va le suivre dans toute sa carrière. Et d'ailleurs, les gens apprécient beaucoup déjà sa personnalité très joviale, très souriant, qui danse, qui célèbre, qui chante, qui se met du vernis sur les ongles, qui fait voilà, il y a plein de choses très, très joviales, très cool à suivre. Jared McCain, d'ailleurs, je vous invite à suivre sa chaîne YouTube aussi, qui est assez drôle à suivre. Et c'est quelque chose qui va transposer en NBA, ensuite on y reviendra. Et Jared McCain, c'est l'un des prospects les plus populaires de sa génération, mais c'est surtout l'un des meilleurs. C'est une recrue 5 étoiles, avant qu'il arrive à la fac. Il reçoit de nombreuses propositions et il choisit d'aller à Duke. Donc on n'est pas sur un petit morceau non plus. Donc il choisit d'aller à Duke, il va faire une bonne saison universitaire. Il va notamment remporter quelques trophées de rookie de la semaine. Il va faire certains gros cartons. Il va notamment mettre 35 points, ce qui est le record pour un rookie à Duke, à égalité avec un certain Zion Williamson. Donc on est quand même sur un gros prospect. Et Duke fait une bonne année d'ailleurs avec lui. Il ne gagne pas, mais figure bien comparé à ces dernières années, si je ne me trompe pas, oui, c'est un peu plus en difficulté. Et puis on arrive à la draft. Jared McCain est dans la green room, mais c'est un premier tour quasi assuré. Et il va partir en 16 chez les Sixers. Donc ils choisissent du coup de prendre un guard avec du tir, etc. On reviendra sur son profil. Son année rookie, très rapidement, il va montrer des choses, des très bonnes choses. Notamment dès novembre, il va mettre 34 points et 10 passes décisives sur un match. Et il va être notamment rookie du premier mois, qui est octobre-novembre. Il va être rookie du mois. Il va tourner à plus de 16 points de moyenne. Alors, il profite de Sixers un peu décimés, moyens à ce moment-là, voilà.
mais globalement, il va montrer que il faut compter sur lui. C'est un prospect très intéressant. Mais le 14 décembre, alors qu'il est, je pense, le favori à l'heure actuelle au titre de rookie de l'année, même si c'est pas une année immense pour ça, il se déchire le ménisque. Enfin, il se déchire des tendons dans le ménisque, etc. On va pas faire de l'anatomie. Et il sera annoncé quelques jours plus tard out pour la saison. Donc c'est un vrai coup d'arrêt pour lui, et du coup, il n'aura pas forcément de récompense, etc. Et puis, il va revenir tranquillement. Et puis, alors que son retour approche pour la saison suivante, il se blesse cette fois au pouce de la main droite et doit se faire opérer. Donc, il manque un nouveau mois de compétition avec les Sixers, donc le premier. Et son retour va être assez laborieux, puisque cette fois, il a perdu un peu sa place dans la rotation, notamment avec Maxi qui est de retour, avec Vijay Edgecombe, etc. Il joue moins, il met que 6,6 points par match, son temps de jeu est en baisse. Enfin voilà, une situation un peu bloquée, il a du mal à reprendre du rythme, etc. Et puis là vient, il n'y a pas si longtemps que ça, et quelque chose dont on a parlé sur la chaîne, la trade deadline, et Jared McCain est tradé à Oklahoma City contre 3 seconds tours et un premier tour, pardon, avec Ousmane Dieng qui est envoyé à droite à Milwaukee pour libérer un roster spot. Mais voilà, globalement, le trade, c'est ça. Et il va progressivement faire sa place à OKC. On était assez surpris de l'avoir, mais au final, il va montrer qu'il peut apporter, qu'il a un profil intéressant. Et bizarrement, il va se montrer bien plus en rythme et meilleur qu'aux Sixers sur cette fin de saison. Et on va surtout le voir en playoff, au final, puisque dès la série contre les Lakers, il va prendre des responsabilités de plus en plus, il va beaucoup apporter. Et puis la série contre les Spurs, au final, c'est un des joueurs qui aura le plus joué, le plus pesé côté OKC dans cette série-là. Il aura vraiment fait sa place, en partie à cause des blessures, ça on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais voilà, aussi grâce à ses performances où il aura fait des bons matchs. Voilà où on en est pour Jared McCain. Amaury, je vais te lancer pour commencer sur lui. À l'instant T, ou peut-être même à l'époque de sa draft, ça devait être un peu la même chose. Pourquoi Jared McCain est un joueur NBA et pourquoi il joue? Parce que c'est ça la grande question NBA, c'est pourquoi ce joueur-là, il arrive à être sur le terrain en playoff, pourquoi il joue, pourquoi il a été tradé, etc. Pourquoi il joue? Parce qu'il est dans une équipe aujourd'hui à OKC qui a beaucoup de mal à avoir du spacing. Moi, je dirais que c'est la raison numéro 1, c'est qu'il apporte du spacing, notamment de la place chez, évidemment, J-Dub, même s'ils ont très peu joué ensemble. Mais globalement, il te permet d'écarter le terrain et de donner plus d'espace à l'intérieur. Et en même temps, au-delà de donner du spacing et d'être un shooter respecté, il met les tirs. Il est à 38,5% en carrière à 3 points, il me semble. Mais en tout cas, c'est un joueur qui va mettre des tirs, qui va mettre des points. Mais pourquoi il est sur le terrain et pourquoi, par exemple, on a vu Isaiah Joe qui a été transféré cet été. Il est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Isaiah Joe a été transféré. Et donc, pourquoi on l'a mis devant Isaiah Joe? Parce qu'Isaiah Joe aussi fait du spacing. C'est que McCain, il est aussi capable de jouer balle en main. Notamment, il a un step back à mi-distance qui est assez létal, où en gros, il est capable d'aller prendre un petit bump sur son défenseur, poser son appui. Souvent, je trouve qu'il est plus fort quand il va côté gauche et qu'il met le pied droit en avant, mais il y a aussi des actions où il est capable de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire en allant main droite et en mettant le pied gauche, en s'appuyant sur son pied gauche pour réaliser le step back. Donc, il a cette action-là. Il a aussi un scoop layup qui est assez intéressant, où en gros, il enroule un peu son bras autour du défenseur quand il est au niveau de la raquette pour aller marquer. Et en dernier lieu, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que off-ball, il a des mouvements qui sont assez. C'est un très bon genre off-ball, il faut dire les choses. Notamment, il est capable très bien d'utiliser la gravité de Shea, on va y revenir, pour aller se créer des tirs ouverts. Il est capable de bien lire le jeu. Il est capable de trouver les bons spots, les bons placements pour pouvoir aller sanctionner, que ce soit à 3 points, que ce soit sur des cuts. Et du coup, en fait, au-delà de mettre des points, il rend aussi les autres meilleurs en leur donnant plus d'espace, en attirant plus de défenseurs de son côté, notamment quand il est off-ball, tu peux pas vraiment le laisser tout seul à 3 points ou tu peux pas l'ignorer parce qu'il est capable d'aller couper dans le dos. Et tout ça, ça en fait un joueur offensivement qui est quand même qui est positif pour Casey. Ouais, c'est un joueur assez complet, du moins sur la partie scoring. Mais comme tu l'as dit, en fait, sur la partie off-ball, ce qui est bien avec Jared McCain, c'est que c'est un joueur plutôt petit. C'est un petit guard, il fait un 90, il n'est pas extrêmement costaud. Il est à l'échelle des êtres humains normaux, il est costaud, mais à l'échelle NBA, c'est un petit format, entre guillemets. Mais justement, du coup, c'est qu'il est plus vif, plus bas sur ses appuis, donc il peut aller plus vite et beaucoup plus facilement, on va dire, se démarquer, créer un décalage, etc. off-ball, et il le fait bien. Donc c'est ça qui lui a permis à OKC d'avoir sa place. Et comme tu l'as dit, ce qui lui a permis de passer devant Isaiah Joe, c'est sa capacité à se créer un tir mi-distance. Et c'est notamment le point qui lui permet d'être efficace à OKC par rapport à son début de saison dernière à Philly.
c'est que globalement, le 3 points, ses pourcentages de 3 points sont meilleurs à OKC qu'à Philly, mais même à Philly, il était adroit, même en début de saison dernière quand il manquait de rythme. Il rentait quand même ses 3 points, donc c'est plutôt une valeur sûre à ce niveau-là, parce qu'il a toujours eu un volume intéressant à 4 tirs par match à peu près. Donc c'est un mec qui le rentre bien, mais là où la différence se fait, et là où à OKC, il a vraiment été précieux depuis son arrivée, c'est sur son efficacité pour se créer du tir mi-distance. Là où en début de saison dernière à Philly, il était très inefficace dans ce domaine-là. Il était 9e centile en termes de pourcentage au tir à mi-distance. À OKC, il est 96e centile. En gros, il est dans le top 4% en termes d'efficacité. Et on l'a vu notamment dans des matchs de playoff où il a été intéressant pour justement apporter autre chose dans l'attaque d'OKC et apporter un peu d'autocréation. Et c'est là-dessus qu'il a vraiment fait la différence par rapport à Isaiah Joe et où il s'est rendu totalement utile quoi, pour le coup. Sachant qu'en plus, il a sur ce côté autocréation, pardon, il a un bon handle, Jared McCain, et c'est globalement un joueur propre. Il est en turnover pourcentage, en tout cas à OKC, il est dans le top 10%. Il perd assez peu de ballons. Donc au-delà d'être un mec qui se crée son tir, c'est un mec plutôt fiable en termes d'adresse et fiable en termes de propreté aussi. C'est plutôt clean ce qu'il fait et globalement, il va avoir ses tirs. Donc ça, c'est ce qui a fait la différence et lui a permis d'avoir une place dans la rotation, du moins offensivement en tout cas. Avant de se plonger vraiment dans son côté offensif, comme vous avez déjà commencé un peu de le faire, pour synthétiser, ce qui ressort de McCain, c'est que c'est de l'apport offensif quasiment instantanément. Et c'est ce qui a été le cas au OKC. Pourquoi ? Parce que ça, vous l'avez dit, parce que c'est un joueur assez simple à utiliser, qui est très plug and play au final. Parce que offensivement, comme vous l'avez commencé de le dire encore une fois, il peut jouer off-ball, il peut jouer un petit peu on-ball, il a un tir, il écarte, etc. Il peut vraiment adopter plein de rôles différents, en gros, et selon les line-up, s'adapter, etc., et prendre plein de différentes responsabilités. Et c'est ce qui a déjà été vu sur le début de sa carrière, où ses premiers mois de rookie, il était presque scoreur primaire, dépositaire numéro 1 aux Sixers, ou en tout cas, il avait beaucoup la balle, et il a pu bien s'exprimer. À la fac, il faisait un peu ça, et aussi du off-ball, et beaucoup de tirs, etc. Et OKC, c'est un peu plus ce rôle-là qu'on allait rechercher, bien qu'en playoff, il a un peu fusionné ces deux rôles, où quand tu le mets à côté de Shea et de tes autres porteurs de balles, il est ultra pertinent pour le spacing, pour mettre les tirs quand il est ouvert, on y reviendra, etc. Et il est aussi intéressant quand tu as besoin d'un boost offensif, quand il peut jouer à quelques 1 contre 1, même s'il n'est pas encore super efficient là-dessus. Voilà, il reste plutôt un joueur de complément, je pense, mais un joueur de complément qui peut prendre des responsabilités et dépasser ses fonctions. Et puis en NBA, comme vous avez commencé de le dire, quand tu tires à plus de 38% en carrière, déjà, bon, c'est sa carrière assez courte, mais quand tu as le niveau de tir qu'il a, c'est assez facile de jouer, c'est assez facile de transposer tout ça. Et d'ailleurs, son jeu à la fac, c'est super bien transposé, je trouve, en NBA. Ça, dans la projection, on pourra en reparler, mais très intéressant comment il a tout de suite réussi à transposer tout ça, même si physiquement, on y reviendra, c'est pas le joueur le plus épais, grand, tout ce que vous voulez, etc. Mais il a très bien transposé son jeu, c'est très bien adapté, donc ça, c'est forcément intéressant et pertinent. Et puis, globalement, c'est un joueur talentueux, parce que il y a des joueurs qui se spécialisent dans un ou deux trucs et qui deviennent experts là-dedans et qui arrivent à jouer comme ça. À l'époque, les free and D, voilà, il y a des joueurs, c'était un peu ça. Lui, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est un joueur très talentueux qui est capable de scorer, qui est capable de passer, voilà, c'est un vrai bon joueur de basket. C'est pas un ultra spécialiste d'une chose et qui va faire reposer sa carrière là-dessus, bien que le tir reste un peu le centre de son jeu. On va se plonger d'ailleurs peut-être sur ça d'abord, sur son tir. Tu l'as dit, Amaury, bon, pour l'instant 38,5% en carrière, très bien, 39% au KC, parfait, 37% en playoff alors qu'il y a eu des gros trous. Moi, j'ai quand même envie de dire que Jared McCain, il est élite sur le tir. On n'est pas à un niveau d'Isaiah Joe dans les pourcentages où on tape le plus de 40%, mais quand on voit sa façon de jouer, donc comment il recherche ses tirs à 3 points, comment il est agressif pour les trouver, etc., je pense que quand même le cœur de son jeu, c'est ça. Et à OKC, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça quand même. Il faut le dire, des années de souffrance, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. Déjà, pour comparer à Isaiah Joe, en fait, je pense qu'ils ne prennent pas les mêmes tirs. Parce que McCain, si on prend que les catch and shoot, il est à 42% en catch and shoot. En gros, il prend beaucoup moins de pull-up, mais il a 30% sur les pull-up McCain en carrière. Donc forcément, ça crée ce fameux déséquilibre il est en dessous des 40%. Mais au final, en playoff, le jour où on sera au complet, si on sera au complet un jour en playoff, peut-être qu'il sera potentiellement moins amené à prendre des pull-ups et vraiment à se focaliser sur du catch and shoot, là où il pourrait être adroit.
Maintenant, le petit bémol sur le catch and shoot, c'est qu'en gros, McCain, dans le corner droit, il a en cette saison, donc en 2025-2026, il est à 53% dans le corner droit. Il est à seulement 27% dans le corner gauche. Et du coup, above the break, il est à 38% à peu près. Donc, above the break, c'est la partie qui n'est dans aucun des deux corners, qui est en gros au-dessus de la ligne des lancers francs. Donc, c'est un shooter qui est un peu assez inégal, où il est très fort d'un corner et très mauvais de l'autre. Pourquoi il est très fort d'un corner ? Parce que, en gros, son tir, pour parler rapidement de sa gestuelle, en gros, il a un tir qui est assez fluide. On a l'impression qu'il est en deux parties, mais honnêtement, quand on le décortique, il s'arrête pas vraiment devant le visage, ou il s'arrête vraiment en dixième de seconde. Ça part assez vite, c'est assez fluide, très dur à contrer, parce qu'en gros, il aligne ce ballon avec l'œil gauche, mais il part très rapidement, ce ballon-là. Et du coup, ça fait qu'il se fait quasiment vraiment jamais contrer, notamment en pick and pop avec Shea, on l'a vu pas mal de fois, où le défenseur revient, mais il n'a même pas le temps de revenir en vrai, c'est un tir ouvert pour McCain, parce que ça part très vite. Et en même temps, ça part très vite. Pourquoi ? Parce qu'il a des petits bras. On va y revenir dans certaines limites, mais c'est aussi une force. La force, c'est que je crois qu'il a une envergure d'1m92 exactement. Donc en gros, sans les chaussures, il a 1m88 McCain pour 1m92 d'envergure, donc plus 4 cm, c'est rien en NBA. Enfin, par rapport à des êtres humains normaux, c'est OK, hein, franchement, c'est même au-dessus de la moyenne. Mais par contre, par rapport aux athlètes NBA qu'on peut voir aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais du coup, en termes de shoot, ça aide parce que tes bras sont plus petits, donc le ballon, il part plus facilement. Première chose. Deuxième chose, il arrive toujours à se créer ce tir, que ce soit avec ballon, on l'a dit, même si en pull-up, il n'est pas forcément efficace. Je trouve que les tirs qu'il prend en pull-up sont assez ouverts, entre guillemets. En même temps, c'est facile, encore une fois, dès que tu as un peu d'espace, tu peux envoyer. Mais par contre, c'est lui qui arrive des fois à se créer ses tirs off-ball. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver le bon spot, prendre le bon écran off-ball. Enfin, il a vraiment des déplacements off-ball intelligents et du coup, ça facilite le fait de prendre des bons tirs. Et c'est ce qu'on va lui demander. Tu parlais de ce côté turnover percentage assez bas, mais c'est aussi un joueur assez propre dans les tirs qu'il prend, en dehors de cette série contre San Antonio qui, pour moi, est un peu en dehors de ce qu'on va analyser parce que c'est un rôle dans lequel il n'était pas préparé, où il avait beaucoup plus de responsabilités que ce qu'il aurait dû avoir, donc il a pris des tirs assez inhabituels. D'ailleurs, finalement, il n'est pas si horrible dans cette série-là, hein, même il y a des matchs où il est très bon, mais c'est un peu une série à part. Ouais, pour le tir, effectivement, il profite. Alors, en termes d'envergure, c'est l'anti-Jalen Williams, on va dire. Parce que Jalen Williams, c'est vraiment, il se gratte les chevilles sans se baisser. Jared McCain, il a une envergure un peu plus normale, entre guillemets. Mais ouais, ça lui permet de déclencher rapidement et d'être un danger à ce niveau-là, avec une mécanique rapide et plutôt fiable. Donc, est-ce que la maladresse en pull-up à 3 points est due peut-être à un manque de puissance, je sais pas, par rapport de force, on va dire, dans son tir, je sais pas, parce que le mi-distance, il l'a en soi, donc il faut juste étendre la range. Mais ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça en fait un shooter fiable. Et je suis d'accord avec toi que la série contre San Antonio est particulière parce qu'il a endossé un rôle beaucoup plus important et qu'il aura normalement pas l'an prochain. Donc, pour le coup, c'était plutôt logique quand tu augmentes ton volume d'avoir du déchet aussi. Il a pas si mal répondu, hein, d'ailleurs, hein. Pour le coup, il a plutôt bien géré de ce point de vue-là. Et par rapport à son tir, heureusement, entre guillemets, que c'est un bon shooter parce que justement, il y a une des limites dont on parlera plus tard, mais de son attaque du cercle notamment. Il est assez dépendant, on va dire, de sa réussite au tir pour être viable offensivement. C'est un mec très adroit, mais heureusement, parce qu'une année où il rentre pas ses tirs, McCain, il ne sert pas à grand-chose, pour le coup. Je suis d'accord. Un peu plus que Joe et encore, mais il ne sert pas à grand-chose. Non, mais son tir est globalement élite, que ça soit dans la réussite ou dans la gestuelle. La différence entre les deux corners, je pense que c'est plus une anomalie ou presque pas du hasard, mais c'est assez bizarre, c'est dur à expliquer. Mais en fait, là, le seul un peu bémol que moi j'ai vu, c'est que quand tu prends son début de carrière NBA, il y a des mois où il est bon et il y a des mois où il est pas bon du tout. C'est vraiment gagner un peu en constance sur la réussite. Là, nous, on a la chance, au on n'a eu que des bons mois quasiment. Mais encore une fois, même dans une série de playoffs, il y a eu des matchs un peu cata en termes de tir, même s'il avait fait des bons matchs d'ailleurs contre les Spurs, mais cata en termes d'adresse extérieure et d'autres très forts. Donc c'est vraiment gagner un petit peu ça, un petit peu de régularité. Je pense des fois que s'il joue plus, il perd un peu de cardio, il perd un peu de lucidité, ça doit être un peu plus dur, etc. On pourra l'expliquer après. Après, sur le pull-up, moi je sais même pas si c'est une limite ou c'est juste qu'il a pas ce skill en lui ou qu'on lui a jamais demandé de le faire, en fait, du pull-up à 3 points. En fait, son pull-up à mi-distance dont on va reparler, c'est plus une sanction d'un close-out ou d'un joueur qui sort fort sur lui. Mais sur le pull-up à 3 points, il est un peu moins dans ces situations-là. C'est pas un joueur pick and roll et tout, donc c'est un peu moins dérangeant.
Par contre, ouais, effectivement, là où c'est très intéressant, c'est que d'abord en spot-up, il est élite et normalement, quand il est ouvert, c'est dedans, en gros, concrètement. Mais là où il est vraiment bon, et tu as commencé à le dire, Maurice, c'est sur se créer lui-même ses tirs en bougeant autour du terrain. L'image extrême de ça, c'est Stephen Curry, qui court partout, qui passe sous le cercle, qui revient, qui se décale, etc. Et en fait, si vous regardez McCain, même juste la light contre les Spurs sur la série, la plupart des tirs qu'il arrive à se créer, c'est ça, en fait. Soit il y a un rebond, il y a une transition, et lui, il arrive à courir dans le bon couloir pour se libérer et à profiter de la fixation des autres. Soit quand il y a un drive qui vient par exemple de l'opposé, il va bouger, pas forcément d'un côté ou de l'autre, mais faire des allers-retours, voir comment est son défenseur pour s'ouvrir l'angle de passe et tout de suite tirer. Il y a des vraies bonnes courses, que ça soit autour d'un dribble hand-off, autour d'écrans, stagger, etc. Il est vraiment fort là-dessus. Et d'ailleurs, ça se voit aussi parce que des fois, quand il dribble et qu'il fait une passe un peu au dernier moment, il arrive à avoir des passes EVA, tout simplement parce qu'il est toujours actif, il arrive toujours à bouger. Ça, c'est un signe qu'un joueur est quand même plutôt bien actif. Et je pense que c'est ça sa vraie force, c'est peut-être même sa différence avec Isaiah Joe, qui est, si on prend que le tir, un joueur assez similaire. Mais en fait, c'est ce qu'on a commencé de dire. Joe, il était plus dans l'attente, et c'est ce qu'on lui demandait à OKC, à part quand il prenait des tirs à 10 mètres, mais ça, c'est un autre problème. Mais voilà, là où un McCain, le peu de temps qu'il a fait au OKC, on avait l'impression qu'il était déjà plus à l'aise dans le système, qu'il avait déjà plus de situations pour lui, il avait plus de facilité à se créer ces tirs-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ben, ça amène plein de polyvalence. Tu peux l'utiliser de plein de façons différentes parce que d'abord, son tir est élite, son gestuel est élite. Et je trouve que là où il est le meilleur, c'est sur ses appuis. Il peut prendre dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre, 2 pieds, 1 pied, ce que vous voulez. Il est toujours pile comme il faut pour lancer son tir et sa gestuelle correctement. Il y a très peu de modifications, de variations où il jette la balle, etc. entre guillemets. Donc ça, c'est le plus intéressant, vraiment dans comment il arrive à gérer ses appuis autour des écrans, autour de tout ça, etc. Et du coup, son tir est très stable. J'ai pas souvenir d'un McCain qui a fait un airball, qui a fait un gros écart, qui a fait voilà. Son tir peut être court, ça tu l'as bien dit Tom, souvent c'est presque ça qui est dérangeant, il monte pas si haut, il peut être un peu court, notamment s'il tire de très loin, parce qu'il a quand même une bonne range, il peut tirer d'assez loin. Mais c'est toujours droit, il n'y a jamais de déviation, il y a jamais, voilà, c'est toujours très propre là-dessus. Ça c'est quand même signe aussi d'un très grand shooter. Tu as Ouais. parlé de ses appuis. Niveau abdominal aussi, je pense qu'il est costaud Ouais. pour vraiment avoir peu de variations dans son tir et tout. Il est tout le temps face au panier. Il est rarement en déséquilibre entre guillemets sur ses tirs. Ce qui est pas évident quand on est ce genre de profil-là où, comme tu l'as dit, à la différence de Joe qui est vraiment un shooter statique, c'est un peu extrême, mais qui prend son spot, qui va shooter. McCain est beaucoup plus hyperactif, entre guillemets. Donc, tu pourrais t'attendre à ce qu'il soit un peu plus en déséquilibre sur ses tirs ou ce genre de choses. Mais en fait, souvent, quand il reçoit la balle pour shooter, il est déjà, comme tu l'as dit, bien les appuis en place. Et surtout, il se lève droit et il y a assez peu de déchets là-dessus. Donc, c'est ça qui le rend viable depuis le début de sa carrière. Parce que oui, il y a des moments bons et des moments moins bien. Mais globalement, depuis sa début de carrière, ouais, il est viable, quoi. C'est un mec qui rentre ses tirs, peu importe à peu près les circonstances. Donc, même le début de saison dernier à Philly où il manquait de réussite, c'était pas sur ses tirs à 3 points. À 3 points, il était toujours à un bon niveau, c'était plus sur le reste. Donc ouais, c'est un vrai point fort là-dessus. Et dans une ère de NBA où on valorise de plus en plus la polyvalence des joueurs, on voit qu'il y a aussi des types de shooters plus polyvalents que d'autres, entre guillemets. Et McCain, c'est un shooter plus électrique, on va dire, plus électron libre, mais qui matche bien dans la NBA d'aujourd'hui, je trouve. En fait, je trouve la différence entre Joe et McCain, c'est que Joe, on voyait des flashs. Moi, je le trouve un tout petit peu dur parce que Joe, franchement, il y a quelques flashs, je suis d'accord que c'est pas régulier. C'est des flashs. Ouais, c'est ça. Et la différence, McCain, c'est naturel. Tu sens que le gars, il est fait pour ça. Il kiffe bouger, se déplacer sur le terrain, jouer. Voilà, on va en parler, mais Hartenstein, machin, utiliser les écrans. OK, il attire deux défenseurs, du coup, je vais me placer ici. Il a quand même une science du basket et du placement off-ball qui est assez forte et qui lui permet de déclencher son tir rapidement parce que je parlais du haut du corps, mais le bas du corps, en fait, pareil, Joe, je trouve que par rapport à McCain, quand il recevait quand il, par exemple, sur un dribble end-off avec Hartenstein, il avait besoin de réancrer ses pieds, alors que McCain, tu sens qu'il est déjà en train d'ancrer ses pieds au moment où il prend le contact, il sait qu'il va envoyer. Là où Joe, ça prenait un peu plus de temps, même si franchement, c'est assez proche les deux. Et par contre, je suis d'accord pour la polyvalence. Et c'est là où je suis un tout petit peu en désaccord avec toi, Tom. Tu avais dit qu'il avait une mauvaise finition au cercle. Moi, je pense qu'on va y venir aux limites. Mais je pense que le problème, c'est pas tant sa finition au cercle. Je trouve qu'il est capable de finir main droite, main gauche des deux côtés du terrain. Je trouve qu'il s'adapte bien.
Juste qu'en fait, il n'arrive pas à passer son défenseur. Mais ça, pour moi, c'est pas vraiment une question de finition, c'est plus une question de comment tu vas attaquer et comment tu vas y aller. Mais par contre, en termes de finition pure, c'est-à-dire que s'il a déjà un peu passé son défenseur, je trouve qu'il a plein de finitions différentes et c'est là où il apporte 100 fois plus que quasiment tous les autres role-players offensifs, on va dire, du roster. C'est que le mec est capable de tout faire. Il est capable de, à mi-distance, step back, bam, je plante mon pied gauche, j'y vais. Ou alors il est capable de planter son pied gauche, s'arrêter, repartir, faire une sorte de finition. Je trouve qu'il y a quand même une pluralité d'actions dans lesquelles il est capable de scorer que aucun autre joueur, role-player, hein, bien sûr, n'a dans ce roster aujourd'hui. Sur le cercle, on y reviendra tout à l'heure, mais on est d'accord sur le principe, juste. Ok. C'est plus la pression au cercle, on y viendra. Mais Oui, on ça est va. d'accord sur l'idée, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il a le toucher, mais pas le reste, je pense. C'est l'inverse de Ludort, concrètement. Ouais, c'est vrai. On va résumer ça, ça va être... non, en fait, sur son tir, c'est vrai que, en fait, faut pas sous-estimer le fait que McCain, il est costaud, en vrai. Enfin, il est petit, mais par contre, vous le comparez à côté d'Azia Joe, je pense qu'il est beaucoup plus lourd et beaucoup plus costaud. Et pour le coup, ça se joue et ça se ressent dans son jeu. C'est aussi un joueur, et ça, on en reparlera sur ses drives pour le coup, qui est très bas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va pas sauter, qu'il est pas explosif, mais pour le coup, il est aussi bas sur ses appuis, il est aussi bas dans son jeu. J'ai l'impression pas qu'il a des petites jambes, mais les hanches sont souvent basses, etc. Donc, ce qui lui permet d'avoir son centre de gravité bas, bien prendre les écrans, bien tirer, bien faire toutes ces choses-là qu'on a déjà dit. Même si, du coup, le tir part plus bas et c'est important de tirer vite ou de bien réussir à créer de la séparation. Et ça, on y reviendra. Mais rien que déjà son aspect relocalisation, comment je cours autour du terrain, etc. et comment j'exploite les espaces que les autres libèrent, en tant que joueur dépendant des autres, il est très intéressant parce qu'il est efficace et parce que tu peux l'utiliser de plein de façons différentes. Et encore, on l'a très peu vu avec J-Dub, on l'a très peu vu avec Mitchell, on l'a surtout vu avec Shea. Rien qu'avec Shea, déjà, avoir un joueur comme ça à côté de Shea, c'est très intéressant. Et ensuite, je trouve qu'un des points forts vis-à-vis de son tir, pour le coup, je l'ai dit en intro, c'est sa confiance et sa personnalité. Et il le dit en interview, je pense que McCain a énormément confiance en son tir, vu comment il les recherche, vu les tirs en transition qu'il prend, comment il s'arrête à 3 points des fois après un dribble, en début d'action, etc. Il a carte blanche pour tirer à chaque fois et a raison parce qu'il a droit. Et je pense que quand il loupe, ça le dérange pas forcément de continuer de tirer et qu'il voit plutôt de positif là-dedans, etc. Donc je pense que ça va ne pas sous-estimer aussi cet aspect personnalité, cet aspect, on ne dirait pas comme ça, mais je pense qu'il est très confiant, très agressif pour aller chercher ses tirs. Il a envie de scorer, etc. Donc ça en fait un joueur très pertinent. Son tir, au final, on en a parlé beaucoup de son tir à 3 points. Vous avez commencé d'introduire sur mi-distance parce que son tir à 3 points, c'est quoi? 55% de ses tirs, en gros, sur l'année dernière. Donc, il y a quand même 45 autres %. Et justement, là, on pourrait comparer à un Joe, j'ai pas la stat, mais Joe, on doit être autour des 80. Là, 45% de ses tirs, c'est pas du 3 points. Parce que, et là, pour le coup, la série contre les Spurs, qui est une anomalie, je pense quand même pour lui, on l'a beaucoup vu. Il y a des capacités de drive, il y a des capacités en 1 contre 1. Des fois, on va en reparler. Il y a des capacités surtout à mi-distance. D'abord, ça, vous l'avez déjà mentionné. Je pense que c'est sa deuxième arme, c'est-à-dire, je reçois la balle, je sais lire la défense pour faire un dribble, pousser le joueur, reculer et être en place, etc. Naviguer un petit peu grâce à son handle dans les écrans pour prendre des mi-distances, etc. Ça, c'est des actions très positives qu'il fait très bien. Je pense qu'honnêtement, c'est aussi ce qui compense ça, le fait qu'il ne peut pas aller finir au cercle facilement face aux joueurs élites athlètes, on va dire. Il arrive à compenser via ça. Si le joueur arrive à rester devant lui, hop, je fais mon step back, je peux me servir de l'écran, etc. Je pense que ça vient surtout de là aussi, cette capacité-là. Il arrive hyper bien à sanctionner les décalages qui ont déjà été créés, notamment par Shea, pas que à 3 points justement, mais vu que c'est un joueur qui est en mouvement continu, c'est un joueur qui est capable d'attraper, dribbler ou attraper, transmettre. Je trouve qu'il a quand même cette qualité-là c'est pas lui qui va arrêter la fluidité du jeu de Casey, qui d'ailleurs est à remettre en question de temps en temps, hein, où on se plaint souvent du fait que Shea tient la balle 20 secondes et il se passe rien. Mais autant par contre quand le mouvement est collectif et en place, souvent il y a McCain sur le terrain. Parce que Shea est pris à 2, ok, McCain reçoit le ballon, il peut pas vraiment tirer, il est contesté, ok, il va attaquer le cercle, soit pour aller retrouver un joueur dans le corner. Notamment, c'est pas un très bon passeur, on va y revenir. Par contre, je trouve que c'est un passeur plutôt fonctionnel. Tu l'as dit, Tom, il perd pas énormément de ballons. C'est parce que je trouve qu'il est capable de faire les bonnes lectures quand les lectures sont pas si compliquées que ça. Ok, il est capable de faire la ressortie de balle, il est capable de transmettre l'extra passe dans l'autre corner. Il est capable de garder ce jeu fluide, mais aussi il est capable de poser son dribble, s'arrêter à mi-distance et monter rapidement.
Le truc, c'est que là, même contre des défenseurs plus physiques que lui, notamment, il y a une action contre Wemby, je crois que c'est au Game 3, où il blow by Wemby, il lui met un petit coup d'épaule dans le torse, et puis il a marqué un layup sur sa tête. Ça, notamment, c'est une action où jamais Isaiah Joe aurait fait ça, pour le comparer. Évidemment, ça reste assez séquentiel, hein. C'est pas le fond de jeu de McCain, mais ça montre qu'il est capable. Et vu que ça reste un joueur jeune, hein, on a dit 2004, donc 22 ans, c'est un joueur qui est à même de progresser et donc qui, dans un avenir, peut-être pourrait développer ce côté un peu plus, peut-être se tanker un peu plus, parce qu'on l'a dit, il est costaud, il n'est pas encore vraiment tanké. Il n'atteindra jamais Lou Dort, mais par contre, il peut atteindre un certain niveau où pas forcément les défenseurs élites, mais au moins les défenseurs un peu plus frêles ou les défenseurs moyens NBA, il va pouvoir un peu plus les blow-by, etc., se créer des tirs ouverts. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, il est capable d'aller chercher sur certaines séquences, et notamment, tu l'as dit, on l'a vu contre les Spurs, des tirs soit mi-distance, soit des sortes de lay-up parce qu'il est vraiment en avance sur son défenseur et sanctionné à l'intérieur. Ouais, c'est. En fait, offensivement, c'est un facilitateur parce qu'il est actif, mais on en parlera après. Oui, je suis d'accord que c'est pas un grand passeur non plus. Mais ce qui est pas mal avec McCain, c'est justement ce côté actif qui permet d'amener du mouvement de balle. Ça bénéficie au collectif parce que le ballon bouge, donc tu obtiens plus de tirs ouverts. Mais ça lui bénéficie à lui aussi, je trouve. Dans le sens où on a parlé de son mi-distance. Son mi-distance, globalement, il est fiable depuis son début de carrière. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui a besoin de mouvement autour de lui. Et l'an dernier, au début de saison à Philly, il est 9e centile au pourcentage à mi-distance, donc c'est très bas, hein. C'est qu'il y a plus de 90% de la ligue qui est plus adroit que lui à mi-distance. Il manquait de rythme notamment parce qu'il avait du mal à trouver son rôle, etc., et que ça donnait de l'attaque un peu statique. Là où sa saison rookie et son passage au OKC et même les playoffs, il est beaucoup plus adroit parce qu'il est dans un rôle un peu plus précis, il y a un peu plus de décalage de joueurs autour de lui qui sont créés, et lui, comme vous l'avez dit, il sanctionne les décalages déjà créés. Et créer lui-même, c'est plus compliqué. Mais par contre, s'il y a un mec qui monte trop fort sur lui ou qui monte pas assez, il va le sanctionner. Il va être capable de faire ça, et notamment sur son mi-distance. Il peut prendre des tirs compliqués à mi-distance, mais globalement, c'est des tirs où il va dans son spot au bon moment et où il sait qu'il va pas se faire contrer ou quoi que ce soit, et que c'est un bon mi-distance à prendre. Bon, sur sa deuxième partie de saison, là où il est arrivé à OKC la saison régulière, il est top 4% de NBA en pourcentage à mi-distance. Bon, là, c'est vraiment énorme. Mais même en playoff, il est plutôt pas mal, hein. Il est dans le premier quart en termes de pourcentage à mi-distance de tous les playoffs, hein. Donc, c'est un mec plutôt adroit là-dessus. Donc ouais, c'est une arme sur laquelle il doit compter. C'est surtout une arme indispensable pour lui pour se rendre utile. Parce qu'effectivement, le début de saison dernière à Philly où c'était plus galère, c'est vraiment ce mi-distance qui a pêché, et on voit tout de suite que c'est un peu plus complexe pour lui de se faire une place assurée dans un roster compétitif, quoi. Mais par contre, pour ce qui est du côté athlétique au cercle, on va y revenir, mais je te trouve un peu dur sur Joe, parce que Joe, il a mis quelques tomards des fois, hein, quand même, hein. C'est un athlète différent. Il n'utilise pas. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout que McCain, tu l'as dit, Pierre, c'est un mec qui est très bas sur ses appuis, etc. Donc, en fait, tu vas jamais le voir mettre un tomard, mais il va plus jouer bas sur le terrain pour aller au cercle. Un peu à la style. Alors, pareil, on a parlé de Curry tout à l'heure en exemple extrême. Là, l'exemple extrême, c'est Kyrie Irving. Mais Kyrie Irving, c'est un finisseur exceptionnel au cercle, mais vous verrez jamais le mec dunker sur quelqu'un parce qu'il sait très bien qu'il est petit et qu'il n'y arrivera pas. Par contre, il joue très bas sur les appuis, très vif, et c'est ça qui déstabilise les défenses. McCain, il essaye de jouer plutôt là-dessus, et donc sur sa qualité de toucher, pardon. Peut-être plus du TJ McConnell dans le style bas, Ouais, voilà, c'est ça. distance, Oui, c'est etc., vrai. autour du terrain, navigation, etc. On est là-dessus. Pour confirmer un peu ce que vous dites, en fait, je trouve que McCain, il est intéressant si tu as un pré-mouvement ou que lui est en mouvement, même pour son mi-distance ou ses drives. Parce qu'en fait, quand je regarde les metrics, il est même pas, je crois, ou quasiment jamais dans le classement des isolations. Donc c'est même pas traqué, c'est les ISO qu'il a joué. Il n'est pas exceptionnellement bon là-dessus. Pareil pour le pick and roll, il n'y est pas ou très peu classé. En fait, même dans tout ça, ce qui ressort, c'est que c'est un joueur de mouvement. C'est un joueur que tu fais prendre un écran, puis il reçoit la balle, tu lui fais prendre un end-off, et après il re-écran. Il y a un premier décalage, il attaque un close-out. C'est un joueur de mouvement. Tu peux l'utiliser en spot-up, mais pour optimiser son apport offensif, si tu as besoin de ça, en tout cas, ce qui sera peut-être pas forcément toujours le cas au OKC, tu as besoin de le mettre en mouvement. Et effectivement, il est très bon dans ça, dans les coupes, dans dribbler, passer, dribbler, finir, dribbler, faire un mi-distance, etc. C'est un passeur, on va dire, fonctionnel, globalement. On va pas dire, c'est pas un meneur de jeu, mais on va dire que c'est un passeur fonctionnel. Donc ça, je trouve que c'est le plus positif. Et pour le coup, son mid-range, ce qui est marrant, c'est qu'il est sûr,
mais tu vas pas t'appuyer dessus. C'est pas ce que lui va rechercher. Tu vas pas faire des calls pour que McCain prenne un min-range, quoi. C'est pas chez non plus. Donc ça, c'est intéressant là-dessus. Après, sur le drive, enfin, franchement, est-ce que vraiment on croit à ce qu'on a vu un petit peu en playoff? Pour moi, ça restera des flashs. Je pense que quand il aura l'opportunité, et sur certaines actions où il aura vraiment de l'avance, où il aura pris l'avantage sur son défenseur, parce que je trouve que ce que tu disais, je crois, Amaury, sur sanctionner le défenseur frêle, il le fait des fois, où il met le bras, etc. Il arrive à le faire. Donc je trouve que quand ça, il arrive à le faire, il arrive à finir au cercle. Mais sinon, en fait, c'est pas du tout ce qu'il va rechercher. Et ça se sent, même dans ses courses, il court plus en arrière pour aller à la ligne des 3 points qu'aller vers l'avant pour aller finir au cercle. Donc bon, je trouve que ça serait un bonus d'avoir d'avoir des drives et tout ça et qui se développent dans cet aspect-là, parce que pour le coup, sa limite physique, elle est flagrante sur d'abord, on parlera défensivement après, mais d'abord sur ça où bah, tu le mets face à un athlète, il peut pas le blow-by. Soit s'il n'y a pas un mouvement avant, s'il n'y a pas un décalage, tu peux pas lui donner la balle, lui dire vas-y, passe ton joueur. Pourtant, il a un bon handle, il est bas, etc. Mais non, tu peux pas lui demander de faire ça. Et je trouve que sa limite offensive est ce qui l'empêchera peut-être d'être un joueur plus que, on parlera de son rôle, mais un scoreur à côté d'autres gros joueurs qui portent l'attaque, etc. C'est ça. C'est que tu pourras jamais gagner des 1 contre 1 vraiment en ISO et autres, quoi. Ouais, complètement. Il a cette limite physique-là de. En fait, il est plus lent que le défenseur qui va être sur lui. Il n'est pas capable d'avoir une vitesse offensive latérale pour aller passer à côté. Pour moi, le seul avantage qu'il a justement sur ces drives-là, j'en parlais, c'est ce scoop layup où en gros il est face au défenseur et il arrive à faire passer sa main droite autour du défenseur pour aller sanctionner. Qui il avait déjà d'ailleurs, puisque du coup je me suis refait vite fait des highlights de Philadelphie à l'époque saison rookie. En fait, c'est quasiment le même joueur qu'au tout début, hein. En même temps, les blessures ont un peu stoppé. Mais je trouve juste simplement qu'il est vraiment mieux utilisé à OKC cette saison que ce qu'il avait pu être aux Sixers. En même temps, c'est plus simple quand tu as quand même moins de responsabilités offensives. Ou alors tu joues quand même avec des joueurs qui sont des meilleurs playmakers. Je veux dire, Shea est un meilleur playmaker que Tyrese Maxey aujourd'hui, sans grand débat. Donc forcément, quand tu es un joueur qui dépend beaucoup de ses qualités off-ball, c'est plus simple de jouer OKC. Mais oui, du coup, pour revenir, il avait déjà ce côté scoop, etc. Mais pourquoi il est obligé de faire ça? Parce qu'il n'arrive pas à dépasser le défenseur. Donc il est obligé de trouver des alternatives à ce côté je suis déjà passé, donc je te mets le panier devant, bah ok, je vais essayer de t'enrouler. Mais par contre, d'un autre côté, bah, du coup, des fois, il va s'arrêter au mid-range, notamment bah, contre les Spurs, quand tu joues une équipe qui défend très bien le short mid-range. On en a d'ailleurs, AJ Mitchell en a aussi fait les frais. C'est que McCain a réussi à trouver des fois ses spots, mais des fois, tu sens, notamment quand il est défendu par Carter Bryant sur une action, qui switch sur McCain. McCain, il essaie de faire son mid-range, sauf que bah, Carter Bryant, il n'a jamais été dépassé, il n'a jamais eu de problème physique pour défendre sur McCain. Donc McCain juste fait feinte et puis il ressort. C'est là aussi où quand même un désavantage, c'est McCain ne va pas vraiment prendre de tirs débiles. Des fois, il va prendre des tirs un peu plus compliqués parce que, comme tu l'as dit, il a confiance en son tir. Donc des fois, il va prendre des tirs, ok, bon bah si ça rentre, t'es content, ça rentre pas, c'est un peu énervant, mais c'est pas des mauvais tirs en soi, c'est pas des tirs contestés. Il a quand même ce QI basket qui lui permet de ressortir. Par contre, ouais, honnêtement, il passe jamais par vitesse. Il va jamais blow by un mec un peu bon défensivement. Par contre, moi, j'y crois au fait qu'il puisse être un tout petit peu meilleur et quand même sanctionner de meilleurs défenseurs quand il a les décalages. C'est-à-dire pas en contre 1, pas en ISO, mais par contre, à l'instar d'un Kayson Wallace qui est plus aérien que McCain, je ne veux pas comparer les joueurs, mais dans un même style que Kayson Wallace qui a quand même énormément progressé sur voilà, j'ai l'avantage sur mon défenseur, j'arrive à le laisser sur le côté et puis bon, après lui il va dunker. Mais au moins McCain peut faire ça, lui mettre le petit coup et aller marquer ce layup. Truc qu'il n'a pas vraiment encore aujourd'hui contre des défenseurs vraiment potables. Ouais, son souci, c'est se créer l'accès au cercle. Parce qu'après, on en a parlé, il a un bon toucher. Il a plutôt un bon body control aussi, hein. Il explose pas en plein air quand il monte au panier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça revient à ce que tu disais, Pierre, c'est qu'il est plutôt tanké par rapport à sa taille. McCain, il a des bonnes épaules, etc. Enfin, on parlait du fait que sur son tir, tu vois qu'il a une bonne sanglette abdominale, etc. Sur les drives aussi, tu sens que c'est un mec, voilà, c'est un bon athlète quand même, et il explose pas en vol, quoi. Mais effectivement, il a des limites physiques qui vont être dures à compenser, hein, pour le coup, forcément, hein. Pour être un top driver en NBA, c'est soit t'es costaud et t'écrases tout, en gros, soit t'es flash en termes de vitesse, soit t'es Kyrie Irving. Et t'es flash plus t'as un handle de fou. mais, mais sinon, hormis ça, c'est dur de driver en NBA vu le niveau athlétique qu'il y a. Donc c'est pas forcément gênant. Après, je suis d'accord avec toi, Amaury, l'axe de progression, c'est de sanctionner des lignes ouvertes sur les drives, d'aller marquer les drives faciles. C'est ce qu'il ne fait pas encore assez.
Il a que 2 ans de NBA dans les pattes, donc c'est pas déconnant, hein. Il a encore le Enfin, temps, de progresser il a forcément. 1 an en vrai, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a 2 ans, entrecoupés. Il a 20 Ouais. matchs sur sa première année, quoi. Et même la deuxième, il a quoi? 50 matchs à tout péter, enfin, voilà. Et oui, en tout, il a 90 matchs en carrière en régulière, donc c'est pas beaucoup. Mais il a le temps de progresser, mais voilà, qui sanctionne les lignes ouvertes, qui progresse en termes de lecture par rapport à ça sur des coups off-ball, des choses comme ça. Ça, c'est son axe de progression. Après, effectivement, on n'attendra pas plus de McCain en termes de drive. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dépendant de son tir et que c'est bien qu'il soit régulier et fiable. C'est parce que oui, le drive, ce sera jamais une arme exceptionnelle de McCain. Et c'est pas grave en soi. C'est pas ce qu'on va lui demander pour le coup. On va dire que c'est une arme fonctionnelle pour l'instant, mais pas une arme, c'est pas une option, quoi. C'est disons Ouais. que s'il y a besoin, si l'opportunité se présente, et cetera, on il prend, mais c'est pas ce qu'il va rechercher. Encore une fois et pareil pour la passe d'ailleurs. Hem, je pense qu'il a plutôt une bonne vision de jeu, qu'il est capable de faire les passes, mais c'est pas son option numéro 1. Je pense qu'on est plutôt sur un joueur, agressif pour ses points et à raison encore une fois et qui va pas jouer un pick and roll juste pour servir son grand et cetera ou des choses comme ça donc là-dessus, c'est déjà intéressant d'avoir un joueur plus fonctionnel qu'un Joe, par exemple, je le trouve plus fonctionnel là-dedans. Parce que Joe, on avait espoir, mais en fait, il a jamais confirmé. McCain a déjà plus de choses. Il a déjà montré plus de choses en connecteur, en joueur fonctionnel sur ces aspects-là. Je pense que maintenant, l'un de ses défauts, notamment s'il veut gagner en responsabilité et en temps de jeu, ça va être de réussir à produire ce qu'il produit en peu de temps sur plus longtemps. Et ça, je trouve qu'on l'a vu en playoff où, quand il a gagné en responsabilité, il a gagné en temps de jeu. Il y a des matchs où ça devenait plus dur de pouvoir assumer tout ça, de pouvoir apporter la même chose, et que du coup, son rôle en sortie de banc de scoreur micro-ondes, entre guillemets, où il amène vachement de dynamisme, il a beaucoup de ballons quand il rentre, au pire, il prend 10 tirs en 7 minutes, et presque plus pertinent pour lui pour l'instant. C'est peut-être plus là, moi, sa limite offensive. Disons que je suis une franchise, je parie pas sur lui pour porter mon attaque pour l'instant. J'ai pas envie de reconstruire autour de lui. J'ai plutôt envie de, si j'ai un bon porteur de balle et que j'ai envie de l'équiper, je vais plutôt parier sur lui. Et avec n'importe quel profil, hein. Si vous me dites que vous mettez à côté de Josh Giddey à Chicago, je pense que ça marche très bien. À côté de Shea, ça marche très bien. À côté d'un pivot qui fait des passes, un Jokic ou Hartenstein, on va en reparler pour citer que lui, ça marche superbement bien. Voilà, c'est plutôt un joueur très fonctionnel dans un collectif et pas lui qui cristallise le collectif, on va dire. Ouais, c'est pas lui qui va cristalliser le collectif, mais comme tu l'as dit, c'est pas lui qui va le construire non plus, notamment son Ouais. passing qui est limité dans le sens où il est capable de faire les passes, les lectures assez simples où il reste plus qu'une passe, l'extra passe à faire, le décalage est énorme. Voilà, il va la donner à Cason Wallace dans le corner, le joueur qui sera ouvert. Par contre, sur drive and kick, il perd pas de ballon, mais il fait pas non plus de décalage. Même s'il a déjà le petit décalage, il va faire une passe assez simple qui va pas forcément créer de décalage. Ou alors, j'en parlais tout à l'heure, il va faire la petite feinte à mi-distance et puis il va juste ressortir sans vraiment créer de décalage. Et donc, tu dois reset une action et potentiellement, tu as perdu 5-6 secondes. Ça aussi, où sa prochaine étape, ça va être de peut-être voir des passes un peu plus compliquées, savoir les réaliser aussi techniquement, parce qu'on l'a rarement vu tenter, notamment une skip pass pour renverser le ballon, ou simplement sur des backdoors, il fait jamais vraiment de passe. Tu parlais de cette relation avec Hartenstein. La relation, elle est beaucoup plus de Hartenstein vers McCain que McCain en low, par exemple, ou que McCain qui fait une passe en backdoor Hartenstein. Ça peut être un axe de progression pour jouer du pick and roll. Il est même pas répertorié. C'est un guard qui est potentiellement amené à avoir souvent le ballon, notamment s'il peut jouer avec la seconde unité sans Shea. Le mec ne joue même pas de pick and roll. Voilà, c'est peut-être son axe de progression, ce sera d'avoir un peu plus d'armes balle en main que ce qu'il a aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais il pourrait encore amener plus de polyvalence, notamment en dehors du tir, et plus utilise ton spacing, utilise le fait que tu attires des défenseurs pour créer ce décalage-là et créer des actions pour tes coéquipiers, et pas uniquement pour toi et ton tir. Pour le passing, faut quand même se rendre compte qu'il part de très loin, McCain. C'est vraiment pas. Comme on l'a dit, c'est un passeur fonctionnel dans un collectif, hein. C'est pas un mec qui a des œillères non plus et qui est neuneux à la passe, hein. Mais par contre, même quand il a du usage, et j'y reviendrai sur l'usage après de McCain qui me rend optimiste, mais le passing, c'est pas le truc qui développe en premier. Si vous voulez, je vous sors une stat, c'est le assist to usage ratio. En gros, c'est le taux de passe qu'il fait par rapport à l'usage qu'il a. À quel point il passe la balle quand il a le ballon. Il a toujours été à Philly, il a toujours été entre 15e et 20e centile. Donc c'est vraiment très bas. En gros, il y a minimum 80% des joueurs NBA qui sont plus hauts dans ce classement-là, donc il passe très peu la balle. À OKC, les derniers centiles. Donc après, c'est par rapport à son utilisation aussi, où il était utilisé. Tu
tu l'as dit Pierre, comme scoreur micro-ondes, quoi. C'est vraiment, tu rentres, tu prends plein de tirs et tu ressors, quoi, en gros. Mais même à Philly, où il avait en saison rookie plus de responsabilités balle en main, il la passait pas, ou très peu en tout cas. Donc c'est vraiment, c'est compliqué de le projeter, ne serait-ce que comme un créateur secondaire déjà, parce qu'il va falloir qu'il améliore ce point-là. S'il l'améliore, ça peut vraiment faire quelque chose d'énorme dans sa progression. Pour le coup, ça peut débloquer à peu près tout offensivement. Mais pour l'instant, il en est quand même très loin. Donc sur le passing, même quand il avait du usage en saison rookie, il le faisait pas, quoi. Donc c'est compliqué de l'envisager. Je sais pas à quel point à la fac il était un bon passeur, ou même en high school, mais en NBA en tout cas on l'a pas vu. Donc c'est clairement un point, ce qui explique aussi son faible taux de perte de balle, hein. C'est aussi parce qu'en fait il passe jamais la balle, quoi. Quand il a la balle, c'est pour scorer, point barre. Donc donc pour le coup, ouais, c'est vraiment un point négatif, on va dire, de son jeu. À voir à quel point il est capable de progresser là-dedans, quoi. Bon, je pense que c'est juste pas son rôle. Je pense que c'est pas un meneur de jeu en fait, c'est un guard dynamique, scoreur, etc. Je pense qu'il là au fil de sa carrière, il va gagner des skills, etc. On l'a vu pour Shea par exemple, hein, qui a développé plein de choses dans la passe. Mais en fait, tant qu'il sera au OKC surtout, avec des joueurs comme ça, il n'aura pas l'occasion de trop le développer. Donc je pense que ça restera rarement ça sera jamais un backup meneur, quoi. Enfin, ça sera surtout là où un AJ Mitchell est beaucoup plus là-dedans. Ou Lui, ça même restera beaucoup plus un tireur. Ou même ce qu'on voyait de Cason Wallace, par exemple, sur le span où il y avait vraiment plus Oui, de ball handler. c'est Cason vrai. Wallace, on a vu qu'il était capable, maintenant il faut le faire à volume, c'est encore autre chose, mais il était capable de créer du jeu balle en main, entre guillemets, pour l'équipe. McCain, il n'est pas encore à ce stade-là, pour le coup. Ouais, je pense que c'est juste pas ce jour-là, concrètement. Parce que en vrai, là, si on fait le bilan sur son rôle à OKC du peu qu'on a vu, pour moi, en gros, il y a 3 situations. C'est soit il est en spot-up, il essaye de se déplacer pour avoir des tirs, etc., et pour notamment recevoir les passes de Shea, on va dire, globalement, ou de J-Dub, voilà, si on projette l'année prochaine. Soit il y a la situation avec Hartenstein, donc quand Hartenstein est utilisé en hub, et qui était quand même une satisfaction l'année dernière, hein, encore une fois, on l'a encore plus vu que l'année d'avant. Quand il est utilisé en hub, McCain est un joueur, je pense, peut-être le meilleur pour jouer en end-off avec lui, qu'on ait eu pour l'instant. Oui, Parce que Ouais, Joe, je pense. c'était pas mal, mais c'était pas assez. McCain, je trouve que c'est peut-être le meilleur. Il faut avoir avec J-Dub de retour. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais là, avec lui, il peut tout faire, tir de coupe, etc. Et après, sinon, c'est balle en main, c'est très rare. Donc, il y a un pré-mouvement ou alors on fait un pick and pop avec Shea. Ça se résume là. Pick and pop avec Shea où il y a une place à prendre. Parce que Joe s'en va, il y a une place très belle à prendre avec ça. Et AJ Mitchell avait commencé de le faire, pick and pop avec Shea. Là, je pense qu'il y a ce créneau-là aussi qui va pouvoir essayer de développer encore plus que ce qu'on a vu en playoff, quoi. Ouais, je pense qu'il va reprendre le Isaiah Joe plus. Je pense qu'il va reprendre un peu les plays qu'Isaiah Joe avait. À part peut-être Bennett Sears, on verra s'il a du temps de jeu cette saison, ça peut être Ouais. potentiellement lui. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop se projeter, on verra le temps de jeu. Mais je pense que McCain va reprendre un peu les plays que Isaiah Joe avait, notamment avec Hartenstein, tu l'as dit, ouais, je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il a un meilleur QI basket, donc il va pouvoir créer plus de plays différents avec Hartenstein que ce que pouvait faire Isaiah Joe, où c'était en gros, soit il lui fait la petite passe entre les jambes derrière, Isaiah Joe sanctionne, soit il lui fait la passe en backdoor, mais il n'y avait pas d'autre chose, alors que McCain est capable vraiment de tourner autour, de créer le backdoor, ensuite aller trouver la passe à l'extra passe à l'opposé. Enfin, il y a quand même plus de pluralité d'actions différentes possibles. Et en plus, en termes de responsabilité, je pense qu'il est capable un tout petit peu de, au moins juste, moi notamment en playoff, on l'a vu, juste soulager Shea un tout petit peu. C'est pas vraiment porteur de balle, mais c'est juste faire la petite montée de balle tranquille quand J-Dub n'est pas sur le terrain et qu'il n'y a que lui et Shea, là où Isaiah Joe touchait vraiment pas un ballon. C'est là où je pense que c'est pour ça que Isaiah Joe plus. C'est-à-dire il a quand même cette capacité de dribble. Et d'ailleurs, il y a quelques flashs quand même, parce que du coup, je m'étais refait le fameux 34 points, 10 passes contre Cleveland avec Philadelphie. C'était son 11e match NBA. Il y a quelques flashs à la passe, ça reste quand même des passes assez fonctionnelles, mais notamment il y a une ski pass qui est là, il y a une action où il sert un backdoor un peu à une passe à l'aveugle en backdoor. C'est pour ça où je me dis, c'était pas du tout son rôle à OKC. Il y a un monde où c'est pas Shea, hein, même en termes de passe, il n'aura pas le niveau de Shea, il part de trop loin. Notamment le fait d'avoir des petites mains, ça fait que pour les ski pass, t'es moins haut, donc si le défenseur est grand en face de toi, t'as plus de chances de te faire intercepter. T'as moins d'angles de passe quand tes mains sont petites que notamment Shea qui a une envergure de fou, donc forcément il peut faire la passe au-dessus de plein de joueurs. Mais par contre, faire des passes plus, on va dire, simples ou de premier décalage, ça je pense que je le vois capable de faire à moyen terme, 2-3 ans on va dire. Pour le passing,
l'amplitude que tu mets dans ton mouvement pour faire des renversements, etc., c'est important d'avoir une belle envergure. Regardez les passes de LeBron. Hein. Ouais, bien Les sûr. passes de LeBron, quand il fait des renversements, le mec, t'as l'impression qu'il fait du lancer de disque quoi, quand il lance la balle. Mais c'est hyper efficace, de toute façon. Et puis, enfin, voilà, donc McKay n'aura pas ça, forcément. Et je suis d'accord sur le côté où il fit mieux avec Hartenstein, aussi parce qu'il est capable de mieux rentrer dans la défense, à l'intérieur d'une défense. Là où Joe va plus rester en périphérie, et quand il rentre dans la défense, t'as pas trop peur, entre guillemets. McCain, avec sa vitesse d'appui et sa capacité à shooter à mi-distance, c'est un peu plus dangereux, on va dire, par rapport à ça. Donc, tu as un peu plus envie de le suivre, mais tu te manges Hartenstein. Donc, c'est plus compliqué à défendre parce qu'il est plus vif. Donc ouais, c'est un super atout off-ball. Évidemment que la relation avec Hartenstein, on va la surveiller même l'an prochain. Hein, c'est un truc à développer de plus en plus pour le coup, même si on a déjà vu des flashs très intéressants. Et je voulais revenir sur le point que tu disais, Pierre, de la progression de McCain. T'essayais de passer de ce côté shooter micro-ondes à un mec qui est capable de jouer plus de minutes, notamment sur le terrain. Est-ce qu'il sera capable de faire mieux qu'un joueur à 20 minutes? Moi, le fait qu'il ait réussi à assumer du usage dans deux contextes différents, que ce soit sa saison rookie à Philly, où il a un usage sur les 23 matchs à quasiment 25%, il est top 30% en NBA sur le usage, donc ce qui est quand même énorme pour un rookie, et c'était un joueur efficace. À voir à quel point c'est viable sur le volume de match, ça c'est toujours la galère, c'est qu'on a un petit échantillon avec McCain, mais à voir si c'est vraiment fiable ou si c'était une surchauffe. Mais il y a cette saison rookie où il a montré qu'avec un gros usage, il était capable d'être efficace, et il y a les playoffs, où il a quand même un usage à quasiment 24%. Donc c'est dans la première moitié en termes de usage sur les playoffs, ce qui est pas mal non plus pour un sophomore. Et il a réussi aussi à garder un bon niveau d'efficacité dans des joutes de playoffs où c'est plus dur d'être efficace. Donc pour le coup, ce genre de stat me rend optimiste, on va dire, pour McCain, parce que c'est un mec qui a l'air d'avoir besoin de rythme en plus pour se mettre en jeu et pour se mettre en jambes. Alors, le début de saison dernière à Philly qui était galère, je pense aussi que c'est parce qu'il manquait de rythme et qu'il n'a jamais réussi à trouver son rythme, et qu'à OKC, il a eu un peu plus le temps de se mettre dans un plus petit rôle et d'avoir de plus en plus de responsabilités, et que ça a été progressif, et que c'est pour ça qu'il a fait des bons playoffs. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est capable de lisser ce usage sur 30 minutes, entre guillemets, sur ce rôle, ou est-ce que c'est vraiment un mec qui doit rentrer, tout déboîter pendant 5 minutes et ressortir? C'est l'axe de progression. Mais je me dis que s'il est capable de supporter un usage comme ça, il peut potentiellement avoir plus de temps de jeu à bon niveau et être capable de rester efficient en 25-30 minutes. Quoi. C'est pas inenvisageable, je trouve. Ouais, on en reparlera de son rôle, parce qu'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, mais ça dépend de qui est autour de lui aussi. Si tu as besoin d'avoir lui balle en main, parce que si tu as Mitchell chez J-Dub, je suis pas sûr que tu as envie de lui donner tant que ça la balle aussi en usage haut, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ça rentre aussi en jeu. Mais c'est vrai que la série de playoffs, en vrai, déjà, le moment où il est arrivé et la fin des séries de playoffs, c'est plus le même joueur. Enfin, franchement, il n'y a pas du tout le même rythme, mais tu l'as bien dit. Et la série de playoffs, c'est vrai, même celle contre les Lakers aussi, donne quand même pas mal d'optimisme vis-à-vis de son futur rôle, etc. Et du fait de parier sur lui au minimum en sortie de banc en tant que scoreur micro-ondes et voire plus, parce que en fait là on parle de lui comme si c'était un joueur fini, mais il a une saison NBA, il a 20 ans, un peu plus 22. Il est très jeune, enfin voilà, il y a plein de choses à développer, donc ça va être intéressant à suivre. Maintenant, ce qui peut aussi le limiter, là je fais la transition avec la partie 2, c'est la défense. Parce que si vous regardez les matchs, et même si vous écoutez ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas des bons signaux pour la défense quand on vous dit qu'il est petit, qu'il n'a pas d'envergure, c'est pas le plus athlétique. Souvent, ça, c'est des mauvais signaux pour la défense. Moi, il y a un truc quand même c'est pas, je vais pas dire que c'est un bon défenseur, mais il y a un truc qui le sauve et qui l'a sauvé ces derniers playoffs, c'est l'énergie et la combativité qu'il y met. Alors, on l'a souvent dit pour Joe, mais là, je trouve que c'est quand même un autre niveau, entre guillemets, où voilà, je trouve que McCain, notamment contre les Spurs, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, il a envie de défendre, il a envie de se battre sur les ballons, il va chercher des rebonds. C'est un bon rebondeur, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est un bon rebondeur. Il va se sacrifier, il va plonger, après il va remettre de l'intensité pour aller trouver un tir, etc. Alors on n'est pas sur Dennis Rodman non plus, qui est l'ultime goat de ça, mais je trouve que, alors là on était dans un contexte playoff, mais en tout cas ça a fait plaisir à voir, un joueur aussi combatif sur le terrain, et en fait je pense que ça compense beaucoup de défauts. Au mieux d'être un défenseur faible, il devient un défenseur peut-être dans la moyenne, et qui tu peux essayer de faire jouer en playoff, on va dire. Bon, t'avais pas trop le choix contre les Spurs, ça a plus ou moins tenu, mais disons que ça l'a sauvé un peu d'avoir cette énergie-là, sur cette campagne.
Effectivement, heureusement qu'il a cette énergie-là. T'es bien gentil avec lui, Pierre, de commencer par ça. Mais effectivement, c'est vrai, hein. Honnêtement, il s'est battu, il s'est donné. Et on l'a dit parce qu'on avait très peur avant les playoffs et on l'avait quasiment sorti. Enfin, on avait dit qu'il ne serait pas dans la rotation, notamment pour cette raison-là. Et aussi peut-être parce qu'on pensait que J-Dub serait là. Mais en tout cas, effectivement, il a montré. Par contre, si on doit être honnête avec le joueur en dehors de ce côté agressif, il n'a, à part contre les Spurs où il fait 5 interceptions sur la série en entier, il n'y a aucun playmaking défensif. En termes de contre, j'en parle pas évidemment, c'est un joueur petit, c'est pas ce qu'on lui demande. Même en termes d'interception, il est à 0,4 interceptions par match depuis qu'il est arrivé à OKC. Donc 5 en 7 matchs contre les Spurs. C'est très faible pour un joueur de ce poste-là. Après, on n'en entend pas plus, hein. Les limites, elles sont physiques, honnêtement, il faut le dire. Parce que là où aussi on peut le sauver un peu, c'est que off-ball, c'est pas le pire défenseur off-ball. Je trouve qu'en navigation d'écran, par rapport à son dit qui manque un peu de puissance, franchement, il est pas si mauvais que ça. C'est vraiment, il est dans la moyenne au minimum. Il est vraiment, enfin, il est capable de naviguer un peu. Il est aussi capable de. C'est pas quelqu'un qui va s'endormir. C'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre des backdoors dans le dos, il va pas oublier son joueur, une rotation, il est capable de la faire. Mais par contre, dès qu'il va défendre sur un joueur on-ball, notamment les Spurs qui ont maintes et maintes fois, malgré la combativité, tenté de le cibler, McCain. On l'a vu d'ailleurs à tort ou à raison, hein. Je crois que c'est le match 3 où il le cible énormément et où la défense de KC s'adapte très bien. Et du coup, même quand McCain se retrouve on-ball, on avait des solutions pour contrer un peu l'attaque des Spurs. Après, voilà, si c'est un contexte particulier où il joue à côté de Cassano, Caruso, Chet, Shea, etc. Donc forcément, la défense, elle est un peu mieux cachée à OKC que dans d'autres franchises. Mais oui, ça reste quand même un des maillons faibles, un des seuls maillons faibles de cette équipe défensivement. Et c'est quelque chose sur lequel, plus il va se tanker aussi, plus il sera un peu mieux capable de contenir le défi physique. Mais le manque de vitesse dont on parlait en attaque, où il n'est pas capable de blow by son défenseur, il est aussi un peu en défense, où rapidité latérale, non, il est pas rapide, même pour un petit. Et du coup, le fait que tu n'es pas plus rapide que ton attaquant, et en plus tu es moins puissant que ton attaquant, bah, ça crée que c'est toi qui te fais blow by, quoi. Ouais, bah c'est pas un atout défensif, ça c'est sûr que c'est pas là-dessus qu'on l'attend. Après, c'est vrai que moi, ces playoffs m'ont un peu rassuré, entre guillemets, parce que tu as dit, Pierre, il est combatif, il ménage pas ses efforts là-dessus. C'est un mec qui est, pareil, Amaury, tu l'as dit, qui est plutôt, qui lit bien la défense, qui fait pas d'erreur off-ball, ou peu en tout cas, donc c'est pas un poids pour une défense parce que il est pas attentif ou quoi. Globalement, il rentre bien dans le moule d'une défense collective. Et du coup, c'est un joueur plutôt discipliné, je trouve. Il fait pas tant de fautes que ça, McCain. Donc c'est pas si simple de le cibler en fait parce qu'il défend propre, quoi. C'est pas un défenseur exceptionnel, mais tu vois, en termes de pourcentage de fautes, globalement, il fait pas trop de fautes. Alors sur la campagne de playoff, il est top 10% en pourcentage de fautes. Donc vraiment, c'est une campagne exceptionnelle, hein. Vraiment, il a fait aucune faute apparemment dans cette campagne de playoff. Mais globalement, même sur de la régulière, c'est un mec plutôt fiable là-dessus. Donc le siffler pour faire tomber des fautes et aller dans le bonus, par exemple, c'est pas facile de faire ça sur McCain, parce qu'il est plutôt, il est plutôt discipliné. Maintenant, effectivement, heureusement qu'il est comme ça, parce que comme tu l'as dit, en termes d'interception, c'est pas bon. C'est pas bon, mais en même temps, on l'a dit, il a des petits bras, etc. C'est pas un mec très athlétique, donc c'est compliqué en fait d'aller gratter des ballons sur des ball handlers qui sont des ball handlers NBA. Donc même si c'est un troisième ball handler, c'est un mec qui est très capable, notamment de créer des décalages, etc. Donc il aura toujours, je pense, ces galères défensives-là, et ce sera jamais un très bon défenseur. S'il arrive à être viable, comme il l'a été sur la campagne de playoff dernière, c'est déjà largement suffisant. Pardon. Donc voilà, l'axe de progression qu'on pourrait voir, c'est peut-être plus essayer de mieux gérer des match-ups contre des seconds ball handlers, entre guillemets, et d'être plus capable de contenir ces mecs-là, de mieux lire les dribbles et les appuis de ces mecs-là. S'il arrive à faire ça, ça va devenir un défenseur pas si simple à cibler sur du switch, et ça peut rendre énormément de service à OKC. Comme vous l'avez dit, OKC, c'est la meilleure défense de la ligue, donc même quand tu as un mec un peu moins bon, tout le monde se met au diapason, et le collectif défensif est tellement fort qu'en fait, tu arrives à compenser ça. Mais bon, si le mec arrive à ne pas être négatif défensivement, comme a pu le faire AJ Mitchell, par exemple, l'an dernier, c'est encore tout bénef, quoi. C'est encore mieux pour ta défense, t'es encore plus fort. Ouais, moi, la target, c'est Jay Mitchell. Genre, justement, c'est d'essayer d'avoir cet impact-là. Le playmaking défensif, au pire, je m'en fous, mais c'est juste être capable, ne pas être obligé d'être planqué sur le guard le plus nul de l'équipe adverse et de compenser plein de choses. Parce que là, on a parlé face aux Spurs, et tout d'un moment, et je suis d'accord avec toi, Tom, c'était rassurant parce que ça a tenu, alors que les Spurs, au niveau des guards,
Bon, typiquement, c'est tout ce que McCain pourrait détester, hein, que des guards athlétiques plus grands que lui, plus rapides, agressifs, etc. Il n'a pas été le défenseur de la série, mais au final, j'ai pas vu beaucoup de choses où les gens lui tombaient dessus, ou au contraire. Donc ça, c'était positif. Il y a aussi eu un match là en saison régulière contre les Nuggets où il fait basculer un peu le match offensivement. Et il y a un espèce de match tactique entre les deux coachs pour essayer de le planquer, eux d'essayer de le jouer, etc. Et le match tactique a été gagné par Daigneault, où McCain n'a pas été sanctionné par Jokic, par personne d'ailleurs. Donc ça, c'était positif. Maintenant, tu es quand même obligé de le planquer, tu es quand même obligé de compenser autre chose. Ça restera, surtout au OKC, dans 95% des cas, je pense, le pire défenseur de ta line-up. Bon, faut voir qui est à côté, mais voilà. Tu peux plus faire ça avec Shea, on va dire, maintenant. Il va falloir faire ça avec McCain. Donc ouais, la target, c'est d'arriver à un niveau de Mitchell. Il sera jamais capable de défendre le point of attack comme Cason Wallace pendant 30 minutes, ou même juste de tenir un peu ça. Il pourra jamais défendre des ailiers, il pourra jamais défendre les grands. Donc c'est vraiment juste être capable, comme tu as dit Tom, de tenir un petit peu les guards adverses, comme il a pu le faire justement contre les Spurs, où quand tu te retrouves dans une situation de 1 contre 1, tu arrives à tenir sans faire faute, sans prendre des N1, sans prendre un panier à chaque fois. Quand tu es dans une situation de pick and roll où il cherche le switch, soit assumer le switch, soit réussir à faire le step out et pas changer, à repousser le joueur. Et ça, il l'avait bien fait plusieurs fois en playoff d'ailleurs, parce que les Lakers aussi, ça aurait pu être chiant pour lui, hein, avec LeBron, Austin Reeves, etc. Et il a bien tenu. Et je trouve que là, pour le coup, pour lui donner un peu de mérite, bien que on l'a dit, c'est pas un bon défenseur, le fait qu'il soit quand même un minimum costaud, ça l'aide quand même un peu. Parce que s'il avait le physique de Joe, en plus, longiligne en défense, voilà, c'était compliqué. Et après, c'est pas exclu qu'il progresse aussi là-dessus, hein, parce qu'il est arrivé à Philly, où je pense qu'il s'était pas trop attendu dans son contrat qu'il défende. Il a eu très peu de temps au OKC, il a quasiment joué que en playoff, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué avant. Je pense que quand tu vas t'entraîner encore avec Kesson, Caruso, etc., que tu vas devoir te mettre au diapason de ça, il va progresser. Et puis, Daigneault a confiance en lui défensivement parce qu'il le fait jouer. Alors, en playoff, encore une fois, il y avait des besoins offensifs trop forts pour se passer d'un joueur comme ça. Mais contre les Lakers, il n'y avait pas forcément besoin et il a beaucoup joué aussi. Donc, je trouve que rien que ça, c'est positif dans cet aspect-là. Voilà, maintenant, quand tu fais sa taille et que tu as sa dimension athlétique, qui est bien meilleure que la nôtre, bien entendu, mais quand tu as sa dimension athlétique, c'est dur en NBA de défendre pour lui. Ouais. C'est aussi simple que ça. On dit qu'il est petit, il fait 1m90. Hein. Moi, il me met plus de 10 cm dans la tronche. Hein. Donc vraiment, faut se rendre compte du niveau des athlètes NBA. Hein. Lui, c'est un petit joueur en NBA. Oui, en fait, on se dit ça, et puis après, il part en contre-attaque, il dunk à 2 mains tranquille. Tu vois, en fait. Ah oui, c'est sûr. Je suis pas sûr qu'il nous enfonce. Hein. Il a jamais dunké McCain, non? On voulait déjà vu. Si, il a dunké avec OKC déjà. Ah oui. Ah oui, je te le dis. C'est sûr et certain. J'ai pas de souvenir. Ça dunk. Ah oui, si, ça dunk. Même, il monte des fois. Si, ça dunk. Ouais. Je me souviens d'un dunk avec OKC, alors j'espère que c'est pas un mauvais souvenir, les gens me le diront. Mais si, ça dunk. Voilà, messieurs. Bon, défensivement, forcément, c'était bien plus court qu'offensivement, surtout pour un joueur comme McCain. On aurait parlé de Cason Wallace, ça aurait été un peu plus long. Avant de parler projection pour lui, parlons peut-être line-up. On a parlé un peu des joueurs avec qui il s'entendait bien, potentiellement Hartenstein, Shea, etc. On a essayé chacun, je pense, de concevoir un line-up ultime pour Jared McCain. Alors, il y a des consensus, je pense. Je pense qu'il faut Isaiah Hartenstein. Jusque-là, je pense. Oui. Je pense que ça va pour faire les end-off, prendre les écrans. Je pense que c'est le joueur avec qui il a la meilleure entente à OKC, avec qui ça match le mieux. Voilà. Je pense qu'on l'a tous mis avec Shea aussi. Pour des raisons c'est le meilleur joueur du monde, donc c'est pas mal. Moi, j'ai un peu triché. En fait, je voulais faire la meilleure line-up sans Shea, parce que Shea, c'est de la triche, tu vois. Shea, je me suis dit, ça te fait. Mais c'est un peu de la triche, j'avoue que c'était pas le jeu, mais j'ai un peu fait moi, j'ai mis Shea parce qu'il a besoin de quelqu'un pour capter l'attention, pour être le second ball handler, et puis aussi parce que Shea, il y a des prises à deux. On l'oublie souvent, hein, mais Shea, les 3/4 de la saison, il est trappé. Donc en fait, tu as un 4 contre 3 avec McCain balle en main, ça reste quand même très très bien. Donc je pense qu'il va bien kiffer avoir ça. Donc ouais, bon, pas de Shea, mais en soi, il y a Shea. Ok. Et là, ça commence d'être un peu plus drôle, je pense. Après, on n'en sera peut-être pas d'accord. Amaury, qui c'est que tu avais, toi, en plus? Au moins un joueur. En gros, moi, mon premier ball énorme, j'ai mis J-Dub, du coup, parce que je me suis dit, je voulais pas faire chier. Et après, il faut défendre, parce qu'on vient d'évoquer toutes les faiblesses défensives de McCain. Donc, je me suis dit, je mets 2 gros défenseurs sur les ailes,
pour que McCain soit le moins ciblable possible. En gros, que tu aies Hartenstein qui défend sur le pivot. Moi, du coup, j'ai J-Dub, vous avez chez. Et après, moi, j'ai mis Kayson Caruso Ok. pour combler les lacunes de McCain. Et en même temps, Kayson et Caruso sont deux joueurs qui sont extrêmement capables de faire des extra passes, notamment avec un J-Dub qui potentiellement attire la défense, ressort pour Caruso, bam, ça file jusqu'à McCain dans le corner par exemple, ou en McCain qui se relocalise, etc. Je trouve que c'est une des meilleures line-up qu'on peut proposer sans chez. Donc, tu aurais J-Dub, McCain, Caruso, Kayson, Hartenstein. Hartenstein, exactement. Bon, on va en voir un peu de ça, je pense, l'année prochaine. Ouais. Bah, bon, moi, je peux faire l'année sans Shea après parce que juste je change Shea avec un autre gars, donc c'est pas grave. Mais pour moi, à côté de McCain, il faut Hartenstein parce que poseur d'écran, plus parfait pour jouer avec des guards hyper actifs, capables de shooter. Donc c'est parfait. Shea parce qu'il te faut un créateur primaire, balle en main. Je mets J-Dub aussi parce que c'est ton créateur secondaire, c'est quand même très bien. Et que c'est un top défenseur, plus playmaking. Donc forcément, ça fait du bien d'avoir J-Dub à côté de McCain. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Maurice, sur le côté, il te faut un mec, un défenseur, un top défenseur à côté. Moi, j'ai mis Caruso. Ça peut être Kayson, mais j'ai mis Caruso qui est un peu plus capable de défendre des joueurs plus grands. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, moi, ma line-up, c'est Shea, McCain, J-Dub, Caruso, Hartenstein. Si on fait une line-up sans Shea, je mets AJ Mitchell parce que pour moi, il te faut deux créateurs dans cette équipe. Et du coup, c'est J-Dub et AJ Mitchell, mes deux créateurs. Ouais, moi j'ai mis Kayson. Hein. J'ai le même que toi, Tom, le même réflexion. Sachant que J-Dub, je le mets parce qu'en fait, tu peux tout lui demander concrètement. C'est ça. Tu veux défendre le point of attack, tu veux jouer off-ball, tu veux jouer on-ball, tu peux. Voilà. Donc, d'ailleurs, en fait, j'ai mis Kayson parce que je me dis il faut un défense, un point of attack et j'ai un peu moins mentionné Caruso parce que surtout en saison régulière, déjà il joue pas. Mais j'ai un peu moins pensé à lui, j'ai surtout pensé à Kayson pour garder le max de dynamisme offensif. Et je vous avoue que j'ai quand même pensé à Chet parce que il faut quand même le respecter un petit peu. On l'a pas mis. Parce que si tu veux amener de la défense et de la taille, au bout d'un moment, Chet, je pense que c'est un très 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 bon candidat. Il faut quand même, voilà. C'est juste que là, tu es moins dans une configuration de course, de rythme, etc. Si tu joues Chet avec deux grands, quoi. On est plutôt sur, on préfère peut-être plutôt le small ball, nous. Donc, ouais, donc c'est plutôt ça. Et en gros, dans cette projection du coup qu'on a presque faite, si on part sur un notamment moi, celle que j'avais faite de Hartenstein chez J-Dub et Kayson à côté de lui, ou Caruso par exemple, en fait, le rôle potentiel de McCain, c'est 6e homme. Parce que, en fait, tu sors Chet et tu mets McCain, t'as ton 5 presque ultime, on va dire comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai tenté la line-up sans Shea. Je me suis dit, c'est un peu la line-up du début de deuxième quart-temps. Ou alors, comme tu l'as dit, en première rotation avec Chet. Ou alors aussi en début de deuxième quart-temps. Je trouve que c'est intéressant. McCain, il peut s'intégrer dans pas mal de rotations. Et je pense que ça peut aider aussi un J-Dub qui, bon, Shea est tellement fort que de toute façon, il va se faire trapper. Mais j'allais dire, je pense que J-Dub a plus besoin de spacing que Shea aujourd'hui. Parce que Shea, il s'en fout maintenant. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Alors que J-Dub, tu sens qu'il a encore besoin d'avoir des décalages. Et donc, ce sera plus facile pour lui de jouer avec un McCain qu'à l'époque, jouer avec un Lou Dort. Quand J-Dub avait Lou Dort dans les pattes, forcément, ça venait aider, il est galéré, ça ressortait, tu prenais plus de temps. Là où, notamment, vu qu'il revient de blessure, donc peut-être qu'il sera un peu au rythme en début de saison, avoir un McCain qui aspire un défenseur ou avoir un McCain qui va faire des mouvements off-ball autour de J-Dub avec Hartenstein. Là où il y a quand même une connexion McCain-Hartenstein, il y a aussi la connexion J-Dub-Hartenstein qu'on va avoir besoin de retrouver, qu'on avait eu il y a 2 ans, l'année du titre. Voilà, je trouve que pour favoriser, pour mettre J-Dub dans les meilleures dispositions, on va avoir besoin de McCain aussi. Ouais. Après, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis Chet, c'est qu'à côté de McCain, tu as quand même des besoins spécifiques. Tu as besoin de 2 ball handlers, tu as besoin d'un extérieur défensif vraiment actif. Donc en fait, à partir du moment où Hartenstein, on l'a considéré comme le mec indispensable à mettre avec McCain, c'est compliqué de mettre Chet en plus, quoi. Donc oui, c'est vrai que je suis d'accord, la double big line-up marche pas super bien avec McCain, entre guillemets, en termes de fit. Donc c'est curieux. Bon, c'est pas le meilleur fit, mais en soi, c'est lui qui t'apporte le plus de spacing à côté, quoi. Tu vois, si tu veux compenser un peu. Si tu veux du spacing pour le double big, ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est pour ça qu'il est pas là. Après, ça montre aussi le personnel qu'il y a encore à OKC malgré l'été qu'on vient d'avoir. Hein. Tu vois, tu parlais de McCain, c'est peut-être ton 6e homme. Va falloir passer devant AJ Mitchell et Caruso enfin voilà, il y a de la confu aussi, donc mais ouais, disons qu'il a le rôle réduit, on va dire, dans cette line-up, quoi, mais un rôle spécifique et efficace là-dedans, quoi. Ouais. Pour se projeter un petit peu sur la suite pour lui, notamment pour l'année prochaine et son rôle, c'était un peu la fin.
Je pense, j'ai l'impression que ça va être très intéressant à suivre parce qu'en fait, alors on a des certitudes, je pense qu'on est d'accord qu'il va jouer, il a prouvé notamment en playoff, etc. Je pense qu'il peut avoir un rôle vraiment important, c'est-à-dire plus d'une vingtaine de minutes, je pense, par soir. Mais il y a quand même J-Dub et Mitchell qui sont de retour, à pas sous-estimer. J-Dub qui est un All-NBA, enfin, faut quand même le prendre en compte, normalement, s'il est à Pas 100%. mauvais, quoi. Et Jay Mitchell qui était border 6e homme de l'année quand il était en forme, enfin voilà, et qui prenait du temps de jeu, prenait des ballons, prenait des tirs, prenait beaucoup de choses, et qui marchait très, 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 très bien tout seul et avec Shea, donc aussi largement à prendre en compte. Donc je pense que c'est intéressant pour lui, les départs de Wiggins et Joe, forcément, où il gagne les casquettes des deux, j'ai l'impression, il peut presque les récupérer pour lui tout seul, hein. On va être honnête. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il prouve qu'il peut rentrer dans ce roster-là, que défensivement ça peut tenir, même si tu as des line-up avec Shea, Mitchell et lui, notamment. Une line-up très offensive qui pourrait être super cool à voir, mais il faut que ça tienne défensivement. Donc, on sait qu'il va dynamiter l'attaque et apporter du tir, mais vraiment, ça va être le but, c'est qu'il arrive à faire ça des fois en peu de temps de jeu, certains soirs avec beaucoup plus de temps de jeu, notamment s'il y a des blessures, oui, ça marche bien. Donc, je suis pas si. En fait, je suis pas si serein que ça sur le nombre de minutes qu'il va avoir avec l'épaisseur, encore une fois, du roster sur les guards. Enfin, oui, t'as perdu des guards, mais t'as encore Shea, Cason, Mitchell. Déjà, ça prend, on peut dire, presque 30 minutes chacun si on a envie d'augmenter le truc au max, hein. Donc, ouais, j'attends de voir quand même quel rôle il aura. Après, on a beaucoup de guards, mais je trouve que McCain rentre avec beaucoup de line-up. McCain, Oui. on vient d'expliquer toutes ses qualités. Le fait d'être le meilleur spacer de Casey aujourd'hui, ça te fait rentrer dans plein de line-up différentes parce que ça a été coéquipier, ça aide aussi au Casey à rentrer des tirs. Ensuite, le côté je marche bien avec Hartenstein, il marche bien avec Shea, donc il peut être dans la line-up de second unit avec Hartenstein, comme il peut être en fin de premier carton avec Shea. Là où tu vois, Kayson Wallace est dans un rôle complètement différent, ou même Kayson Wallace peut jouer 3 par moment tellement il est tanké. On n'a pas parlé de Caruso, mais Jay Mitchell par exemple, il peut jouer poste 1, poste 2, mais en vrai tu peux faire jouer Mitchell avec McCain. C'est vrai que le trio chez McCain, Mitchell, j'avoue je suis pas trop confiant sur celui-là, mais par contre autant tu peux avoir les 3 duos, tu peux avoir le duo Mitchell McCain, le duo chez McCain et le duo chez Jay Mitchell. C'est là où on a quand même on a différentes line-up à faire jouer. Et alors, je suis pas sûr qu'il jouera plus de 20-25 minutes par match, mais je pense qu'il aura au moins ses 15 minutes. Si Joe, la saison dernière, dès qu'il y avait quelques blessures, il commençait vraiment à rentrer dans la rotation, je pense que McCain, il n'aura aucun souci à y rentrer. D'autant plus que la concurrence est à peu près la même que celle de l'année dernière par rapport à Isaiah Joe, je trouve. McCain pour sa place dans la rotation. Déjà, il va être en concurrence avec Bennett Steers. Il faut voir à quel point il sera viable, Bennett Steers en NBA. Parce on ne connaît pas le niveau encore du joueur, hein. À tout moment, c'est un super joueur de basket. Et en fait, tu as deux joueurs avec des profils similaires qui peuvent jouer. Mais ouais, après, c'est sûr, de le voir à 30 minutes, ça serait étonnant. Ou alors, ça serait pas bon signe parce qu'on a des blessés. C'est peut-être plus ça. Mais c'est un joueur pratique. Après, c'est un jeune joueur, hein. Il va continuer sa progression tranquillement, entre guillemets. Là, le rôle qu'on lui projette, c'est un peu pile électrique en sortie de banc, quoi. Il joue 15, 20, 25 minutes selon le match, mais où il rentre pour scorer, quoi. En gros, c'est ça qu'on veut de la part de McCain, et c'est un rôle dans lequel il peut très bien s'acclimater, sachant que Daigneault a toujours voulu un peu ce profil-là. C'est pour ça qu'en régulière, Joe jouait pas mal, notamment. C'était d'avoir ce mec qui apporte du spacing, etc. Mais on a vu qu'en playoff, c'était pas possible. Peut-être que ce sera possible avec McCain parce qu'il t'apporte du shoot et autre chose. Donc c'est peut-être ça qui peut faire la différence pour lui, notamment pour se faire sa place, même en playoff. Après, oui, on ne s'attend pas non plus à ce que McCain il soit dans la course au 6e homme de l'année, par exemple, ou ce genre de truc. Ça paraît compliqué parce qu'il faut déjà être 6e homme à OKC, ce qui n'est pas facile. Bon, il ne sera pas, je pense, il ne le sera Ouais. pas. Joe, l'année dernière, jouait 21 minutes, je pensais pas autant, mais après, quand je vois le nombre de matchs joués par tous les autres joueurs, je pense qu'en fait, ça aide beaucoup, c'est surtout ça. Mais je pense qu'il peut reprendre au moins ses minutes, c'est-à-dire les fins de premier quart-temps et surtout les débuts de deuxième quart-temps avec Shea. Pareil sur les débuts de quatrième quart-temps, enfin voilà, c'est des minutes comme ça. Ou au moins celles-là, elles seront disponibles. Mais encore une fois, moi, je suis pas... J'ai envie de le voir sur le terrain, surtout que c'est un joueur à développer, c'est un joueur intéressant, c'est un des plus jeunes du roster, c'est un des meilleurs prospects du roster. Mais ouais, il y a du monde, hein. Et encore, on parle de McCain, je pense que si t'es Bennett Steers ou Topic, t'es encore plus en mode oh là, je vais pas jouer, ça va être compliqué, je vois pas dans quel monde je vais rentrer sur le terrain. Donc j'attends de voir quand même en vrai comment Daigneault
joue entre ses line-up, ses potentiels duos, trios, etc. Parce que en vrai, on se plaint de la profondeur, vous l'avez dit. T'as quand même un roster encore qui est très solide. Hein. On oublie que sans tes deuxième et troisième créateurs, t'étais en 7 d'une finale de conférence. Enfin, voilà, il faut quand même le mentionner. Donc faut quand même. J'ai juste hâte de voir jusqu'où il peut aller. En fait, comment il peut réussir à faire son trou dans ce roster-là. En fait, s'il arrive à avoir un rôle régulier et plus, peut-être la ligne, ça va être d'avoir un rôle mieux que celui d'Isaiah Joe ou d'Aaron Wiggins, quoi. Vraiment un rôle important. Être capable de jouer en playoff, quoi. Parce que ceux qu'on a perdus, hormis Dort, sinon ils ne jouent pas en playoff. Hein. Et Dort ne sort pas d'une bonne saison. Donc, parce qu'en vrai, si tu fais. Bon, il y a Chet et Jalen Williams, Hartenstein, on va dire Cason Wallace dans le 5, ce qui est le plus probable. T'auras Caruso, t'auras J. Will, t'auras Mitchell. Et en fait, est-ce que là, il peut être 9 j'ai mis J. Will avant pour le poste, mais est-ce qu'il peut être 9 ? Je pense. Ouais. Il faut qu'il vise au moins à être 9, hein, c'est sûr. C'est son objectif. Il était là, il vient de faire surtout, je pense que en tant que McCain, tu vois, tu viens de faire une série de playoffs où tu as joué l'une des meilleures séries où tu joues plus de 20 minutes par match en moyenne. Tu dois au moins viser d'être top 9. Je pense que lui, dans sa tête, il vise beaucoup mieux, tu vois. Il vise être vraiment le facteur X d'une série, enfin du Thunder la saison prochaine, où tu as au moins 15 minutes de moyenne ou 10-15 minutes en playoff. Et les soirs où tu rentres tout, tu joues 20-25 minutes, tu vois. Je pense que ça doit être ça l'objectif. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui aimeraient avoir McCain en 9. Même en 6e homme, hein. Franchement, c'est pas contre non plus. Hein. Après, voilà, encore une fois, il faut qu'il joue au niveau où il a joué la fin de saison dernière et surtout les playoffs, etc. Voilà, là, on se projette sur quelque chose où il est bon. Il y a un monde où il n'est pas très bon aussi. Hein. D'ailleurs, vis-à-vis de sa progression, moi, j'avoue que je fonde pas mal d'espoir dans son premier été NBA tranquille à 100%. Où il peut vraiment progresser, travailler, etc. Dans une équipe complète en plus, enfin voilà, où il sait ce qui va être attendu de lui, ce qu'il va pouvoir faire, etc. Donc j'ai vraiment espoir qu'il continue d'être déjà très en forme et qu'il continue de progresser. Après, pour moi, il y a 2 axes majeurs, un peu, c'est même pas de progression, mais en attaque, c'est réussir à garder ce qu'il a montré en playoff dans la polyvalence offensive au maximum, dans son utilisation, dans toutes ces choses-là. Et après, défensivement, et ça, on pourra le savoir qu'en avril, c'est reprouver que tu es capable d'être sur le terrain, quoi. C'est prouver que défensivement, tu peux remettre la même énergie que tu as mis contre les Spurs, où on arrive à te masquer un minimum avec les joueurs le matériel à côté. Et en attaque, c'est mettre tes tirs, premier lieu, le plus important. Si McCain shoot j'exagère, hein, mais comme il avait fait contre les Lakers, là, il avait démarré la série à 80% à 3 points. Si tu démarres la série même à 40-45% à 3 points, vu l'effectif qui est à côté de toi, tu auras des minutes sans problème. Et aussi, si en termes de progression vraiment par rapport à ce qu'il pouvait proposer, si tu arrives à un peu plus tenir la balle, pas forcément devenir un vrai deuxième porteur de balle, mais au moins sur certaines séquences, le système il démarre par toi, c'est toi qui en initie avec un pick and roll ou qui initie avec un end-off directement, et pas juste jouer des end-off après 10 secondes de possession avec Hartenstein ou jouer off-ball, ça on sait très bien qu'il est capable de le faire, et on aura besoin qu'il le fasse au même niveau qu'il a pu le faire cette année. Ça va être très caricatural, mais tu vois ce que Landry Shamet il a fait avec New York. Enfin, voilà. Ou Clarkson. Ouais. Voilà. Bon, Clarkson, c'est un bon niveau. Le prime Clarkson, c'est costaud. Mais ce qu'ils ont fait, voilà. C'est ce qu'on attend de toi. C'est mets des tirs. Mets des tirs et tu es capable de poser la balle. Parce que Shamet est un peu capable de poser la balle aussi. Donc voilà. Après, s'il fait mieux, tant mieux. Hein, mais bon, au moins, on attend ça. Et surtout, pour lui, il ne faut pas qu'il y ait de débat avec Bennett Sears, quoi. C'est surtout ça, parce que Topic, c'est pas le même profil. Bonne chance Topic pour avoir des minutes, mais faut pas qu'il y ait de débat. Faut pas qu'on se dise courant décembre, par exemple, Bennett Sears dans la rotation, c'est peut-être mieux que McCain, c'est peut-être Bennett Sears le premier pourvoyeur de spacing d'OKC, etc. Pour McCain, non, faut pas qu'il y ait de discussion. Faut que ce soit lui et Sears, il prend les miettes derrière, quoi, en gros. Donc dans l'absolu, on le projette comme Jordan Clarkson. C'est bien Jordan Clarkson, je suis content, mais meilleur en défense, je pense. Quand même. Je suis pas sûr que je pense un bon créateur offensif par contre, hein, parce que Clarkson. Oui, non, un bon créateur, mais on n'a pas besoin. Je suis pas sûr que Clarkson Prime entre guillemets, je suis même pas sûr qu'il joue OKC cette année. Hein. C'était vraiment pas un bon défenseur. Oui, mais il défendait vraiment mal, mais par contre c'est un 6e homme de l'année, 20 points par match. Ouais, c'est ça.
Je sais pas, hein. En vrai, moi, pour ton Ouais. niveau, ton plancher défensif, il est trop important contre les Spurs parce que tu peux Oui, être non, mais sixième homme. On va te mettre Stephen Castle dessus ou Dylan Harper. Tu peux être sixième homme, mettre 20 points par match. Si de l'autre côté, tu te fais manger comme Clarkson se faisait manger en playoff avec Utah, je suis même pas sûr qu'il a des minutes sous Daigneault, hein. Non, mais je l'Andri pense que Shamet, les gars, hein. Avec un peu plus de ouais. volume, parce qu'il a pas un volume énorme, Shamet, mais là, la saison qu'il vient de faire, Ouais, Shamet, je suis d'accord. il est Shamet, je suis super d'accord, utile, par hein. contre. Ou Shamet, Clarkson en plus lisse et en joueur voilà. moins fantasque, on va Ouais, dire. voilà. Peut-être. Clarkson Ouais, avec voilà, des c'est meilleurs, ça. voilà, c'est ça, tu vois. Clarkson avec des meilleurs pourcentages et défend un peu mieux défenseur. Mais moins Parce de. que, enfin, version les, moins les kiff, me- plus, McCain a déjà fait presque une meilleure saison que Shamet n'a jamais fait. Hein. Faut quand même se rendre compte en termes de Oui, stats bien sûr. purs. C'est juste ça, Ouais, quoi. oui, c'est en ouais, termes c'est de vrai. volume, il faut qu'il aille un peu plus haut. Ouais. Mais, Ouais, ok. En termes de contrat maintenant, il faut quand même qu'on se pose la question avant de finir, parce que Jared McCain, là, est dans sa 3e année de contrat rookie. Son option a été prise. Il aura une team option l'année prochaine. Et après, eh ben, on est dans la même situation que Cason Wallace, concrètement. On est dès l'été prochain dans potentiellement l'attente d'extension. Euh, et là, je vous avoue que déjà que c'est compliqué d'imaginer comment ça va se goupiller financièrement, lui aussi, il ajoute de la complexité parce que s'il fait une bonne saison, on va dire, il fait une bonne saison, t'as envie de le garder, c'est compliqué. C'est très compliqué de pianoter entre les différents salaires, les extensions, Mitchell qui va arriver, enfin voilà. Sachant que son dernière année en option, il est quand même à 7 millions, c'est pas rien quand même, il était drafté 16, c'est que ça commence d'être pas mal. Combien il peut prendre concrètement, ou alors combien il peut demander, ou combien sa valeur peut être sur le marché, parce que c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on est à 10 millions, 15 millions plus, voilà. Peut-être juste pour commencer, vous donner une échelle. Moi, j'ai noté 2-3 joueurs qui me paraissaient intéressants en termes de contrat. Donc, j'avais Di Vincenzo, bon, qui a signé il y a un peu plus longtemps, donc le cap est plus haut maintenant, mais qui peut être un meilleur joueur. Voilà. Il avait signé pour 4 ans à 47 millions. Voilà, donc environ 8% du cap. C'est à peu près le même tarif que Colin Gillespie, qui a signé cet été, si je ne me trompe pas. Il a pris à peu près la même chose. En titre de comparaison, on a eu du Ty Jerome, par exemple, qui a pris 27 millions sur 3 ans. Est-ce que McCain est meilleur que Ty Jerome au max? Je ne sais pas. Malik Monk, dans un profil un peu shooter, etc., 20 millions l'année. Quentin Grimes, 15 millions l'année. On se souvient aussi de tarifs d'Isaiah Joe et de Aaron Wiggins, qui sont intéressants, qui étaient peu chers. Vous vous situez comment pour McCain? C'est très dur comme question, en vrai. Ouais. Moi, je pense quand même que c'est un meilleur joueur que Ty Jerome. Il est plus jeune. Il a 22 ans, McCain. Il va arriver en 3e année NBA à 23 ans. Ça a de la valeur quand même. Je pense que par exemple, C'est pas exactement le même profil, Ah oui, mais complètement. Non, c'est pas le même profil, mais en termes purement de joueur NBA, par exemple, j'entends que c'est pas le même profil. Tu mets Ty Jerome à la place de McCain. Est-ce que OKC est meilleur ou OKC est moins bon? Aujourd'hui, je pense qu'OKC est moins bon. Parce que OKC est moins mais bon avec Ty Jerome. c'est parce que c'est le contexte OKC. Je pense qu'il y a d'autres équipes, c'est Ok. l'inverse. Tu Ouais. vois, où des équipes qui ont besoin de un porteur de balle, Peut-être de plus de en porteurs de sortie balles, de c'est vrai. banc, ouais. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, perso, je pense qu'en termes de contrat, c'est-à-dire valeur du joueur, capacité de progression du joueur potentiel, moi, tu vois, je le vois autour de Quentin Grimes, 15 millions. Je trouve que c'est un peu cher pour Quentin Grimes, mais c'est par là que j'évaluerai le contrat de McCain. Maintenant, le truc, c'est que c'est très. On est en train de prévoir une saison qui n'est pas encore arrivée. Mm. Je veux dire, comme on en parlait pour Kayson Wallace, on disait l'année dernière, d'ailleurs, il n'a toujours pas signé, on disait l'année dernière que ça dépendrait beaucoup de la saison qu'il va faire et notamment des playoffs. Voilà, ça va être la même chose pour McCain. Si McCain, il passe derrière Bennett Steers dans la rotation, peut-être qu'on n'aura même aucun intérêt à le prolonger. Alors que si c'est le vrai 8e, 9e homme de cette équipe-là, qu'en playoff, il a ses 15 minutes par match et que parfois il joue 20-25 minutes, là, pour le coup, je pense qu'on s'approchera plus je dirais, entre 15 et 17, 18 millions quand même. Mais le problème, c'est est-ce qu'on est capable de payer 18 millions? Je suis pas sûr. Donc, je dirais plus entre 12 et 15, on va dire, dans le contexte OKC. Mais j'ai peur que beaucoup d'autres équipes, après sa 4e année, donc dans 2 ans, puissent les proposer plus. Même, j'ai plein d'équipes dans lesquelles il pourra gagner 18-20 millions facile. Je suis un peu plus optimiste, moi, sur le montant à l'année. Parce que il y a le facteur blessure. McCain, il n'a pas fait de saison complète encore. Donc ça peut refroidir un peu des gens sur le contrat que tu peux mettre. Alors ça tombe bien, Pierre, parce que j'avais à peu près les mêmes contrats que toi. J'avais juste Colin Sexton cet été, qui a signé 2 ans à 19 millions. Donc ça fait du 9,5 l'année à peu près. Et il y a le cas Isaiah Joe, hein,
C'est Ouais. pas exactement le même joueur, mais Isaiah Joe, quand il signe à OKC il y a 2 ans, il prend 48 sur 4, hein, à peu près, quoi. Donc, en étant un peu plus vieux, donc, moi, j'avoue que je l'avais mis à peu près avec l'augmentation du cap, etc., à 50 millions sur 4 ans, ça fait du 12,5 l'année à peu près. Ça peut monter un petit peu plus. J'ai du mal à voir le 15 millions parce que Quentin Grimes, il a un très bon agent, je pense, parce qu'il est très coté, ce joueur, je trouve, par rapport au niveau qu'il Après, produit sur quand le t'as terrain. Graham, c'est qu'il y a eu la fin de Mais, saison, il mettait 20 points par match. Et, Ouais, il était trop fort. voilà, ouais, mais trop bon, fort. s'il te plaît, faut mettre des points en playoff aussi. Ça peut compter, hein. Mais ouais, sinon, tu vois, le contrat Gillespie, je trouve que c'est un bon indicateur. Parce que c'est un mec qui a quand même fait starter NBA, 48 sur 4. Alors, il est un peu plus vieux, donc c'est vrai que McCain plus jeune peut prétendre à un peu plus. Mais Gillespie, il était free agent aussi, hein. Il a même pas une saison de pays, il a même pas une saison de NBA, Gillespie aussi. Il a Bah, une la saison. saison dernière, quoi. Ouais, Mais mais il a même pas une saison entière, quoi. Ouais. Mais McCain, il a pas un passif non plus énorme, je trouve. Donc, je sais pas. Et puis, c'est une extension. T'as moins de pression, on va dire. Parce que tu te dis, si l'été prochain, ça marche pas, bah, tu reportes à l'été d'après, entre guillemets. Dans les négos, ça peut jouer un petit peu aussi. Mhm. Donc, faut voir. Pour La Gillespie, compa Di Vincenzo Ouais. est pas mal. Pour rapporter au cap actuel, le 48 sur 4 de Di Vincenzo, ça correspondrait à peu près à 58 millions sur 4 cette année. Et Di Vincenzo était un meilleur joueur que McCain, clairement. Il était déjà champion NBA. C'était un joueur quand même plus établi, même s'il est encore meilleur maintenant. Bon, là, il s'est blessé, mais il a encore été meilleur à Minnesota, notamment. Et c'est un joueur plus établi que McCain. Donc, moi, je partirais sur 50 sur 4. Après, c'est vraiment le minimum, quoi. Ça descendra pas en dessous, sauf si McCain fait vraiment une saison pourrie. Mais s'il fait une saison pourrie, est-ce qu'on le prolonge, quoi? C'est toujours la question. Pour Gillespie, tu as une saison entière où il est bon. Toute cette saison, il joue tous les matchs quasi, etc. Après, le contexte, c'est qu'il a 27 ans. Il a Ouais, c'est 27 ça, il est plus ans, vieux. c'est un joueur qui a un peu plus galéré avant, etc. Là où McCain, sa valeur peut augmenter, c'est pas tant. Il a des stats moindres et il est peut-être moins montré que les joueurs qu'on a cités, notamment un Colin Sexton, par exemple, qui est presque un vétéran maintenant NBA, ou voilà, Ouais. ou Di Vincenzo aussi. C'est que c'est un prospect, quoi, en fait. Ah oui. C'est que tant que tu le considères comme un. C'est comme Cason Wallace, quoi. C'est un joueur qui est en contrat rookie, que tu sais pas jusqu'où peut aller à son prime, etc., qui a été drafté assez haut en plus. Donc en fait, ça peut vachement rentrer en compte dans le prix que tu vas le payer, quoi. Si tu as une équipe qui se dit, moi, ce prospect-là, je le kiffe et je veux le payer, t'es dedans, quoi, en gros. Hein. Parce que ça serait un joueur plus vieux, ce serait pas dérangeant, tu vois, hein, comme un Kenrich qui est pas si vieux que ça, mais tu t'en fous un peu, t'as pas de valeur autour de sa projection. Là, il y a de la valeur autour de sa projection, quoi. Donc, c'est dur à Après, estimer. les joueurs qui sont plus hauts, genre à 15 l'année, hormis Quentin Grimes, et Quentin Grimes, c'est un meilleur scoreur que McCain dans l'absolu, il est plus complet. Et puis, il peut Mais défendre plus, c'est je pense. genre Andrew Nemard, tu vois. Andrew Nemard, il est payé plus cher, Ouais. mais sauf qu'Andrew Nemard, par contre, il t'apporte du playmaking, il t'apporte de la meilleure défense. Enfin, il fait des Ouais. trucs vachement mieux que McCain. Donc, en fait, On en est termes marre, de on profil, est bien placé pour le dire, c'est un titulaire NBA en finale NBA. voilà. Ouais, En régulière, il n'est pas très efficace. Mais en Ouais, playoff, mais par non, contre, il n'y a pas de souci. Défensivement, Mais c'est un tu vois, autre niveau. ouais, c'est Ouais. ça, c'est pas le même joueur. Donc, tu vois, dans les contrats que tu as cités, Pierre, Ty Jerome, c'est un bon exemple de profil, qui ressemble un peu, entre guillemets, à Ty Jerome, quoi. Et il a signé que 9 millions l'année, donc c'est pas. En plus, il a signé 9 millions l'année, il sortait de sa saison course au 6e homme de l'année, hein, à Cleveland. Hein. Donc il était vraiment au top de sa hype et il a signé que, entre guillemets, 9 millions l'année. Donc tu rapportes au cap actuel, ça te fait du 10 millions à tout casser. Donc en soi, Pour moi, c'est j'ai ça. du mal à. Le 15 millions l'année, pour moi, c'est vraiment le max. Hein. Mais même monter à ce niveau-là, c'est pas si simple, je trouve, pour McCain. Il va falloir qu'il fasse une saison complète et qu'il fasse une grosse saison. Mais c'est vraiment le max, quoi. Moi, je suis trop optimiste parce que tu vois, je regardais les prolongations de contrat. Jovic, il touche plus de 15 millions l'année. Nicolas Jovic de Miami. Oui, Hein. enfin, c'est le 8 après. Ouais, mais t'es Oui, l'agent de McCain, tu te pas- présentes, tu dis regarde mon joueur, il touche plus de 15 millions. Enfin, regarde Jovic, il touche plus de 15 millions l'année. Le mec, Ouais, tu vois. C'est pas le même profil Non, de non, mais joueur. Lui, c'est un grand, un ailier. Enfin, je sais pas. mais en termes de valeur NBA, je parle pas de profil, je parle vraiment de pure valeur de joueur. Quoi. Oui, oui. c'est Ouais, mais incompréhensible, hein, ce contrat-là, mais bref. est-ce que, ouais, mais tu vois, si j'essaie de justifier le contrat de Jovic, Moi, je le mais comprends. il y a Hein. plus, il y a plus de joueurs qui ressemblent à McCain que de joueurs qui ressemblent à Jovic. Aussi. Ouais, je sais C'est pas. ça, moi, qui me. La preuve, nous, on n'en a pas des joueurs qui ressemblent à Jovic. On n'a pas des. Et Ousmane Dieng, quoi. C'était le seul, mais bon, voilà. C'est tout. Alors que, tu vois, des McCain, vous l'avez très bien dit, à tout moment, Bennett Sturts, il est bon. Et il prend sa place aussi, quoi.
Donc je sais pas, ouais, ça va jouer sur cette saison, mais il y aura dans tous les cas cette question-là, cette question contrat et combien d'argent on peut sortir et on est prêt à mettre sur McCain à la fin de la saison, ou est-ce qu'on le laisse partir, ou est-ce qu'on prend son option et on le laissera partir après, ou est-ce qu'on le trade aussi, bien entendu, hein, parce que Presti C'est a du mal à possible, hein. laisser souvent les joueurs partir pour rien, donc vous l'avez Ouais. vu cet été. Un peu Sachant traumatisé. Ouais. faut prendre en compte aussi que le même été, donc l'été prochain, il y a AJ Mitchell qui est éligible à son extension. Ouais. Et en termes de priorité, Oui, je pense que c'est déjà sans quasiment spoiler, acté voilà. qui tu le prônes. Ouais, Bien voilà, sûr. pas trop envie de le lâcher, quoi. Ouais. Mm. Bah messieurs, voilà, on a fait un peu le tour sur Jared McCain. Et ben, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur lui, ses projections, sur tout ça, si des choses on a oubliées. Et puis bah voilà, on se retrouve très vite pour de futurs épisodes qu'on est en train de prévoir. Donc profitez bien de vos vacances d'été sans NBA, bien entendu. Et puis à bientôt. Salut tout le monde.